chevalerie qui sera en deux parties. Il y aura une partie donc, plus sérieuse où on va parler, et une partie où il y aura une présentation des armes et des armures. La partie historique sera plus longue que la partie, on va dire, plus avec un appui, un outil pédagogique fort, que sont des reconstitutions d'armes et armures. Certaines ont été utilisées, puisqu'on fait des combats, et donc et certaines sont plus des objets de décoration, avec des reproductions assez bien faites sur les objets qui vous seront présentés. Mais tout d'abord, on va passer sur la partie plus conférence. Donc il nous faut, pour commencer, définir la chevalerie. Tout le monde entend bien? Oui, ça bon? Super. Et du coup, pour définir la chevalerie, il faut déjà parler du chevalier. Le chevalier, c'est un homme de haut lignage qui est élevé dans l'aristocratie. Il est capable de s'équiper d'une armure, donc une armure, c'est-à-dire capable de s'équiper, c'est-à-dire capable de la porter, et capable aussi de la financer, donc d'acheter une armure. Il est monté sur un destrier, c'est-à-dire un cheval de guerre, et il est élevé à son rang grâce à la cérémonie de l'adoubement. Pour l'instant, ça va, c'est pas compliqué. Et la chevalerie, donc c'est un code moral qui est réservé à cette élite. C'est un ensemble de valeurs formant cette élite. Cette élite qui va former cet ensemble de valeurs va faire une éthique, l'éthique chevaleresque. Et donc c'est ce qu'expliquait Luc en introduction. Les notions d'éthique et de l'éthique chevaleresque, ça fait partie de mes sujets de thèse, où j'étudie les valeurs, mon travail de plonger dans le cerveau de quelqu'un il y a 800 ans, qui était un croisé, un poète, un bourguignon, un trouvère, avec plein de multiples casquettes, on dirait aujourd'hui. Et donc, travailler sur l'éthique, ça permet de comprendre une dynamique du temps. Ça met en réalité de la vitesse dans l'étude de l'histoire. Et au XIXe siècle, on étudiait non pas l'éthique d'une période, mais on allait étudier les idées forces. On appelait ça, donc on allait étudier par exemple la noblesse au Moyen-Âge. Mais cette notion d'idée force est un peu tombée en désuétude. Et aujourd'hui, dans l'historiographie, donc c'est l'histoire de l'histoire, eh bien on travaille plutôt sur les notions de valeur. Et donc la chevalerie, ça correspond tout à fait à l'éthique chevaleresque liée aux chevaliers. Ça, c'est pas compliqué. Alors les chevaliers, au tout début, eh bien, étaient liés à l'époque carolingienne. Les premières fois qu'on a mention de chevalier, c'est avec un S que l'on trouve, donc au pluriel, parce que c'est des groupes de combattants. C'est pas un seul combattant qui va être tout seul sur le champ de bataille, comme nous on le voit, le chevalier muni de son épée, de son équipement, sur le cheval. Non, les chevaliers c'était un groupe de combattants à cheval. Mais au fur et à mesure du Moyen-Âge, à partir du haut Moyen-Âge central, on va, à partir du début du Moyen-Âge central, donc ce qu'on va appeler, ça va être le XIe siècle, on va avoir une évolution, et là le chevalier va s'individualiser. Les chevaliers sont des héritiers, c'est des héritiers du bellatores, donc la deuxième fonction dans la trifonctionnalité de Georges Dumézil. Il y a celui qui prie, celui qui travaille, et celui qui prie, celui qui combat et celui qui travaille. Le bellatores, c'est celui qui combat, c'est la deuxième fonction. Et ce sont des héritiers, donc c'est d'une tradition indo-européenne, mais ils sont des maîtres du cheval, des maîtres de l'équitation, et ils vont également être, c'est ce qui nous intéresse, ils vont être des héritiers des chevaliers romains et des cavaliers germains. Ils sont à la jonction entre deux traditions. Et vous doutez bien, si un chevalier, eh bien, comme là on a sur les images, ils sont montés sur un cheval avec une armure, eh bien, il faut arriver à porter tout ça, au niveau physique. Là on a une cotte de maille, j'en parlerai tout à l'heure, ça fait environ, celle-ci elle fait 15 kg, donc avec un équipement complet à l'époque des enluminures que vous avez, on arrive à environ 22 à 25 kg sur le dos. Donc il faut avoir une capacité physique pour porter une armure. Et c'est les deux premières qualités qui vont être liées à la chevalerie. Ça va être la prouesse et la hardiesse. Ensuite, il y a d'autres qualités que je déroulerai dans le plan thématique. Donc je vous l'ai dit tout maintenant, comme ça vous pouvez déjà retenir. La prouesse, la hardiesse, la largesse, la loyauté, la franchise. La franchise, ça vient des francs. Et la courtoisie. Donc le respect à la dame et le respect à Dieu. L'intégralité de toutes ces valeurs, en fait, sont regroupées sous une expression qu'on utilise au Moyen-Âge, qui est utilisée dès Isidore de Séville, et après qui sera repris par le poème Beowulf, c'est un poème anglo-saxon du 7e siècle, et cette expression qui regroupe tout, s'il n'y a qu'une seule chose à retenir de la conférence, c'est 3 mots, c'est sapientia et fortitado, c'est-à-dire la sagesse, sapientia, et fortitado, la force. En réalité, c'est tellement large comme expression qu'on peut aussi la traduire par la science et la puissance. Et c'est ça ce qui forme l'éthique chevaleresque,
c'est un mélange à la fois physique, donc la puissance, la fortitado, et de l'autre côté la sagesse, le savoir, la connaissance, être sage, être posé, calme, et c'est cette partie-là, donc la sapientia. Et c'est ces deux pans qui forment la chevalerie. Et on va tout d'abord voir, une fois qu'on a découvert donc, la qualité des chevaliers, et ce qu'était vraiment la chevalerie, on va, pendant tout le long de la conférence, s'intéresser à la période que je connais le mieux, c'est-à-dire le Moyen-Âge central. Le Moyen-Âge, ça a duré 1000 ans, donc de la chute de l'Empire romain jusqu'à la prise de Constantinople, ou la découverte de l'Amérique. En France, on dit la découverte de l'Amérique. Mais dans les autres pays, on va dire jusqu'à la chute de Constantinople en 1453. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est divisé en 3 parties. Le Haut Moyen-Âge, c'est le début, le Moyen-Âge central, c'est le milieu, et le Bas Moyen-Âge, c'est la fin. Et là, la chevalerie, c'est typique du Moyen-Âge central, donc au milieu. C'est entre le XIe siècle et le XIIIe siècle. Entre, si vous le souhaitez, entre la bataille d'Hastings, 1066, et la mort de Saint-Louis à Tunis en 1270. C'est ça le Moyen-Âge central. Et dans le Moyen-Âge central, quand on pense chevalerie, l'image d'Épinal, les images parfois même un peu erronées qui nous viennent à l'esprit, ça va être le tournoi et l'héraldique. Donc le blason et le tournoi. Alors les premiers tournois, c'est ce que vous avez? Oui, c'est ce que vous avez. Les premiers tournois, vous voyez, ça ne ressemble pas tout à fait à ce qu'on imagine du tournoi. Ce qu'on imagine du tournoi, c'est 2 chevaliers qui s'affrontent à l'aube, on se charge, et on est avec la technique de la lance couchée fixe, et on s'affronte. Là, vous avez des représentations de ce qu'étaient véritablement les premiers tournois. C'est les tournois qui ont été les plus populaires. Ces tournois-là, c'est ce qu'on appelle une mêlée. Ce sont des chevaliers qui ne sont pas en lice. Le but est de prendre avec son épée, on n'est pas muni de la lance ici, avec son épée, le but est de désarçonner l'adversaire, de prendre son équipement, donc de prendre soit sa personne, on le fait prisonnier, et après on lui enlève sa cotte de maille, et on récupère aussi son cheval qu'on amène sur le côté. C'est comme un ballon prisonnier avec des épées. Donc ça fait beaucoup de morts, et c'est pour ça que l'Église va interdire le tournoi. En 1130, on a un interdit de l'Église, mais qui n'est pas très respecté, et qui va durer jusqu'en 1316. Donc de 1130 interdit jusqu'en 1316, c'est réautorisé, et on aura à cette époque-ci une évolution du tournoi. Le tournoi sera bien différent, et je vais vous en parler. Et donc, si vous voyez, à cette époque-là, si vous connaissez le meilleur chevalier du monde, c'est ses contemporains qui l'appelaient comme ça, même les Français, c'est Guillaume le Maréchal, qui est anglais, et Guillaume le Maréchal, c'est à l'époque d'Aliénor d'Aquitaine, Henri II, etc. C'est ce qu'on appelle l'époque très fastueuse de l'Angleterre, qui est le XIIe siècle. Et à cette époque-ci, Guillaume le Maréchal est un grand chevalier qui va se distinguer sur le champ de bataille en faisant tomber énormément d'adversaires. Il est d'un niveau social aristocratique, certes, mais très très bas. Et le fait de faire tomber des gens, de récupérer des cottes de mailles, eh bien, il va gagner de l'argent. Et au fur et à mesure, il va le monter dans l'ascension, il va participer à l'ascenseur social, il va monter très haut dans la société. Il va être même le percepteur de 2 rois d'Angleterre. Et donc là, vous voyez qu'en réalité, les premiers tournois permettaient quand même une ascension sociale. Et là, on a plusieurs valeurs que j'ai épelées tout à l'heure, que j'ai dit rapidement, que j'ai listées, qui vont être la hardiesse, la force, la prouesse. On a quand même des qualités techniques qui sont requises pour ce genre d'exercice. Mais vers la fin du XIIIe siècle, le combat va évoluer. On va aller voir. Non, on va rester là-dessus. Check. Non, on va aller voir là. Voilà. Le combat va évoluer. Et donc, on va arriver à des tournois avec une logique égalitaire. Si vous réfléchissez bien, le tournoi en face à face, on n'est pas à 2 contre 1, on n'est pas à 3 contre 1, on est en face à face. Il y a une logique égalitaire, si vous voulez. C'est cette logique-là qui arrive donc à la fin du Moyen-Âge central, le début du bas Moyen-Âge, donc le début de la fin du Moyen-Âge. À cette époque-là, à cette époque-ci, nous allons avoir la tradition homérique du duel qui va revenir. Donc, si vous lisez l'Iliade et l'Odyssée, chaque fois qu'il y a un duel, chacun va énoncer ses ancêtres, on va dire, voilà, je suis le fils d'un tel qui est le fils d'un tel. Là, on n'a plus besoin de le faire au Moyen-Âge, car nous avons l'héraldique. Le blason vous permet de montrer qui vous êtes, de montrer votre importance et de montrer aussi vos ancêtres, car le blason représente l'intégralité de son lignage. C'est-à-dire que le chevalier, certes, il existe à travers son bouclier, à travers sa targe, sur lequel il va avoir le blason, mais il va exister aussi en propre. Il est subsumé par son lignage, mais il y a une marge d'interaction qui lui permet de faire grandir son lignage, s'il gagne le duel, s'il gagne la joute, ou de faire perdre, de faire sombrer son lignage. Il va tomber là dans l'ignoble. L'ignoble, c'est ce qui n'est pas noble. Et donc, c'est intéressant de voir que l'exercice physique va devenir de plus en plus esthétique.
Là, vous avez une reconstitution de joutes par, à mon goût, la meilleure association de joutes en France, ça s'appelle la chevalerie initiatique. Et vous avez, voyez-vous, des représentations. Ici, on est dans l'armorial de la Toison d'Or. Vous avez à gauche le roi de France, avec le caparaçon, le vêtement qui habille le cheval. Et vous avez le tabard qui recouvre le harnois. L'arnois, c'est une armure complète. Et donc ici, l'arnois est caché à travers, et n'oubliez pas, au Moyen-Âge, souvent on imagine les chevaliers avec l'armure à nu. Ça, c'est une vision biaisée du Moyen-Âge. C'est les 10 dernières années du Moyen-Âge, donc sur 1000 ans, 10 ans, c'est assez peu. C'est pendant ces 10 dernières années où là, on va avoir des harnois à nu. On va montrer véritablement ce qu'on appelle l'arnois blanc, on va montrer l'armure. Mais à cette époque-ci, vous voyez, l'armure n'est pas visible. Vous avez donc des armoriaux avec, donc sur la partie ici à votre droite, vous avez différents blasons, et le but c'était d'apprendre et de comprendre les familles. On en reparlera plus loin. Donc le tournoi devient un exercice qui était à la base un exercice physique, où il fallait prendre avec l'épée les adversaires. Et bien cette fois-ci, l'exercice est certes physique, mais il est de plus en plus esthétique. Et là, ça se voit assez clairement. On a de plus en plus les cimiers, vous voyez, au-dessus des casques, on a de plus en plus de choses, même assez excentriques. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, le comte d'Artois ici, il a un dindon au-dessus de la tête. Voilà, donc c'est pas très, pour nous, c'est pas très glorieux. Des fois, c'est un panier de fruits, etc. Des fois, c'est assez comique. Les tournois, il y en a eu des magnifiques, mais ils existent donc après l'âge d'or de la chevalerie. On a le tournoi de Chauvency, qui à mon goût est le plus beau des tournois, qui est raconté par Jacques Bretel. On est en 1285, 500 chevaliers s'affrontent, et pendant 6 jours, et on a, le récit est très beau, c'est un très long poème, où il y a des trompettes, il y a bien sûr vraiment l'image d'Épinal de la chevalerie, et du tournoi, du joli tournoi, c'est vraiment celui-ci. Il y a les dames qui sont les arbitres, qui vont être les arbitres du tournoi, donc la courtoisie y est représentée. Mais on est à une époque où le combat devient plus véritablement une bataille, un entraînement militaire, mais ça va être un entraînement esthétique pour plaire, une logique de cours, si vous voulez. Bon, les tournois, on est un petit peu obligé d'en parler. Bertrand du Guesclin, le tournoi de la place des Lys à Rennes, 1337, magnifique tournoi. À cette époque-ci, son cousin vient de perdre, il vient de tomber, et donc il offre à Bertrand du Guesclin, qui lui n'était qu'un cadet, qui n'était pas, c'était un petit qui n'avait pas sa place dans un tournoi, il n'avait même pas d'équipement. Et donc, comme son cousin est tombé, il va lui donner à Bertrand du Guesclin, il lui donne son armure. Bertrand du Guesclin revêt l'armure, mais il ne porte pas le bouclier, il ne porte pas la targe de son cousin. Et il arrive sur le champ de bataille, enfin sur le champ du tournoi, il rentre en lice, notre expression rentrer en lice, ça vient de là, et donc il rentre en lice et il affronte 12 ou 15 chevaliers qu'il fait tomber. Et comme personne ne le reconnaît sur son écu, il a un écu, une targe blanche, on ne voit pas ce qu'il y a dessus, et donc personne ne sait qui c'est. Il a un casque, c'est le 1, 2, 3, 4, 5, 6e qui est sur la table, c'est celui qui est tout là-bas, c'est ce qu'on appelle un bassinet à bec de passereau. Donc vous voyez, une fois qu'on a ça sur la tête, on n'arrive pas vraiment à reconnaître le visage de la personne. On en reparlera tout à l'heure des casques. Et donc, comme il a ce type de casque, personne n'arrive à le reconnaître. Et à un moment, il doit affronter son père, Robert du Guesclin. Et là, il baisse la lance en guise d'humilité pour dire « Je n'affronterai pas cette personne ». Le combat continue, et là, un 16e chevalier va l'affronter, va charger du Guesclin, et la lance glisse sur la targe, fait lever l'aventail, la visière du casque, ce qu'on appelle l'aventail ou le mésail du casque, qui soulève, et là tout le monde voit le visage de Bertrand du Guesclin, qui était pas très beau. C'est assez connu. Si vous avez même son gisant à Notre-Dame de Paris, il a beaucoup de blessures, etc. C'était un monsieur assez laid en regard des critères de l'époque. Et du coup, le père, comme Robert du Guesclin, voit son fils, et il est vraiment impressionné pour dire « Mon fils a refusé de me combattre, il est extraordinaire ». Et donc il va faire la quête, Robert du Guesclin, il va faire la quête pour dire « Voilà, nous allons tous honorer ce grand combattant, et nous allons, avec l'argent récolté, lui payer un harnois, lui payer un cheval ». Et ce qui est intéressant, c'est cette histoire nous aide à comprendre qu'au Moyen-Âge, à cette époque-ci, au bas Moyen-Âge, l'équipement coûte excessivement cher. On va avoir, donc c'est Jean Flory, un historien qui analyse ça, qui va dire que l'équipement complet, donc harnois, c'est une armure complète, une armure de plate, ça va, avec le cheval, ça équivaut au chiffre d'affaires, si vous voulez en termes contemporains, d'un domaine de 500 hectares pendant 1 an. Donc ce serait le chiffre d'affaires d'une grosse entreprise aujourd'hui. Donc ça serait 1 million, voire un peu plus d'euros
aujourd'hui. Donc c'est excessif. Et c'est très très cher, c'est pour ça que lui-même, Robert du Guesclin, n'a pas l'argent, il est obligé de faire la quête pour demander de l'argent aux autres pour qu'ils puissent payer l'équipement de Robert du Guesclin, l'équipement qu'il a eu. Et auparavant, à l'époque de Saint-Louis, pour l'anecdote, une cotte de maille et l'ensemble d'un équipement, ça équivaut au chiffre d'affaires d'un domaine, cette fois-ci non pas de 500 hectares, mais de 150 hectares, pendant un an. Donc ça reste quand même assez important. C'est pour ça que la cotte de maille, souvent des historiens vous disent « Ah, ça c'est une cotte de maille du XIIIe siècle ». En réalité, la cotte de maille, elle est portée pendant plusieurs siècles. Dans une famille, c'est un investissement. Comme quand un forgeron, comme l'extraction du fer coûtait cher, il va se payer une enclume. C'est comme quand aujourd'hui, une grosse entreprise fait un investissement dans une très grosse machine. Donc une enclume en métal coûtait excessivement cher. C'est pour ça qu'au Moyen-Âge, on allait forger sur des enclumes en pierre, la plupart du temps. Et la dernière chevalerie. Revenons à notre histoire de tournoi. La dernière chevalerie, elle, alors c'est le chevalier Bayard. Nous sommes au XVIe siècle. Celui qui a potentiellement, on ne sait pas vraiment, s'il a adoubé François Ier. Et on a des derniers tournois, notamment entre François Ier et Henri VIII, le camp du Drap d'Or en 1520. Donc nous sommes au XVIe siècle, nous ne sommes plus au Moyen-Âge à cette époque-ci. On a le fameux tournoi d'Henri II, que les Français connaissent peut-être, le 30 juin 1559. C'est la rue Saint-Antoine à Paris. Et il est en face, c'est son capitaine de garde écossaise, Gabriel de Montgomery. La lance, cette fois-ci, glisse et il y a un éclat de lance qui arrive dans le visage du roi. Et le roi va mourir 10 jours. À la fin du Moyen-Âge, les armoriaux vont se diffuser. Le blason, à l'origine, vous arrivez à voir tout en haut. Ici, on a des blasons assez basiques. Vous voyez, ça veut dire que ce sont des blasons anciens. Plus le blason est basique, plus il est ancien. Et au fur et à mesure du Moyen-Âge, même jusqu'à nos jours, les blasons sont extrêmement compliqués. Si ça vous intéresse, vous allez sur Internet, Wikipédia, vous regardez blason officiel de la reine d'Angleterre. Incompréhensible si vous n'avez pas une loupe, voire un microscope, pour voir toutes les parties de blason. Puisqu'on segmente, vous arrivez à voir ici tout en bas à droite, au fur et à mesure, les familles s'allient et on va segmenter le blason et on va avoir différentes parties. Sauf que la reine d'Angleterre, elle en a environ 150 ou 200 différents blasons à l'intérieur du blason. Donc c'est pour ça que c'est assez complexe. Mais à la base, les blasons sont très simples. Donc normalement, même encore aujourd'hui, si vous voyez des gens qui ont de l'héraldique représentant les armes de leur famille, plus c'est ancien, donc plus c'est simple. Mais au Moyen-Âge, les blasons vont se complexifier. De même qu'il va y avoir une logique liée à l'héraldique avec un nouveau vocabulaire. Il est estimé aujourd'hui, les héraldistes, il y a 16 000 mots de vocabulaire en plus de notre vocabulaire normal. Bah, vous savez, normalement, le bleu, c'est l'azur, le vert, c'est plus dur, c'est le sinople, le noir, c'est le sable, le gris, l'argent. On a vraiment, le jaune, c'est l'or. On a vraiment une complexité pour être héraldiste. Moi-même, je ne suis pas héraldiste, hein, c'est très compliqué. Il faut 7 ans de formation pour être un héros d'armes lors de tournois, celui qui crie, celui qui arrive, rien qu'en regardant le caparançon, donc le vêtement du cheval ici, celui qui arrive à savoir exactement qui est la personne, bien lui il a été formé, 7 ans de formation. De même que pour un chevalier, on estimait au XIIIe siècle qu'il faut 7 ans de formation. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au XIXe siècle, donc il y a 200 ans, les historiens s'intéressent énormément au Moyen-Âge. On a un retour du Moyen-Âge. Comme aujourd'hui, on a un autre retour du Moyen-Âge en université. Mais on a une vision assez critique, très politisée du Moyen-Âge. Il y a ceux qui veulent le glorifier pour vanter l'époque des rois, et il y a ceux qui veulent le critiquer pour vanter l'époque républicaine. Et on a Michelet, par exemple. Michelet, il va dire, en parlant du blason, il va dire, c'est assez drôle, le symbolisme d'orgueil en face du symbolisme chrétien. Donc pour lui, il y a une opposition, le blason c'est l'orgueil, et de l'autre côté, c'est le symbolisme chrétien. C'est en opposition pour lui. Or, en réalité, si vous vous baladez dans une cathédrale, ou si vous vous intéressez vraiment au blason, vous voyez qu'il y a, au Moyen-Âge, et à cette époque-là, à l'âge d'or de la chevalerie, on peut même aller voir là, on va aller voir, et on va aller découvrir, il y a une héraldicisation du sacré. On reprend par exemple les saints orientaux, comme Saint Georges, qui est toujours représenté en chevalier, avec très souvent son bouclier avec un écu. Il y a sa lance avec un gonfanon, une bannière attachée. On va avoir d'autres saints orientaux qui vont être repris, mais qui sont toujours des saints militaires. On a Saint Bacchus, Saint Serge, qui ont vécu le martyre sous Dioclétien. On a aussi Saint Maurice, qui n'est pas exactement un saint oriental, mais qui est représenté à partir du XIe siècle comme noir. C'est un mort, on disait mort, Maurice. Donc toutes ces représentations, c'est un personnage africain qui est représenté. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a
à l'époque donc de la reprise des saints orientaux, sont des saints militaires, et donc on va héraldiciser le sacré. Et si vous allez par exemple à la cathédrale de Canterbury, vous avez, et là c'est lié au dernier casque qui est tout là-bas, c'est le casque, c'est une reconstitution du prince noir. Le prince noir, donc c'est Édouard IV Plantagenet, et si vous allez à Canterbury, vous avez comme ici vous avez un gisant de chevalier, ici c'est un gisant 13e siècle, mais si vous allez à Canterbury, il y a un gisant 15e siècle d'Édouard IV Plantagenet, le prince noir, celui qui faisait énormément de raids à l'époque de la guerre de Cent Ans. Et à cette époque-ci, eh bien, on va avoir, et même pendant toute l'époque médiévale, au-dessus des gisants, on a des représentations, ou même des suspensions votives de l'écu, du casque et de l'épée. On va suspendre au-dessus du gisant le casque du défunt, son écu et son épée. Et ce qui est assez drôle, c'est que dans la littérature médiévale, on a plusieurs cas où un chevalier n'a pas d'arme, il court dans l'église et il va récupérer l'écu du défunt. Et on a par exemple ça dans Lancelot, qui va rentrer à l'église Saint-Étienne, il récupère un bouclier. On a dans Perceforêt, et il rentre c'est le temple le temple du dieu inconnu. Il rentre dans le temple et il récupère un écu. On a ça dans énormément de documents. Et donc ce qui fait que l'église accepte et tolère que des chevaliers se fassent enterrer et même mettre leurs armes, se peignent à l'intérieur d'une église. C'est entièrement toléré du fait également des donations. On en reparlera de tout ça tout à l'heure. Donc les attributs du chevalier et les éléments héraldiques ornent les églises et de plus en plus elles se sacralisent. On a Guillaume de Provins, qui est un moine de Cluny. Guillaume de Provins, ça fait partie des personnes que j'étudie à l'université. Guillaume de Provins, il va écrire l'armure du chevalier et il va désigner, il va dire l'écu, le casque, c'est la charité. Puisque en dernier coup, une fois que vous prenez un coup d'épée, et bien boum, vous prenez un coup d'épée sur la tête, et donc la dernière chose qui vous protège, c'est la charité. À chaque fois, il va faire une analogie entre un attribut de l'équipement militaire et une vertu soit théologale, soit une vertu qu'il faut avoir pour un chevalier. Il va dire, la lance, c'est la droiture. Il faut être droit comme la lance est droite. Et donc il va expliquer tout ça. Et ça, c'est intéressant de voir qu'il y a un lien très évident et assez étroit entre chevalerie et christianisme. On revient un petit peu en arrière pour parler maintenant de l'évolution, et c'est lié à l'histoire des tournois, de la technique de la lance couchée. On ne se rend pas compte, mais ça a vraiment modifié le combat. Là, vous voyez, nous sommes sur des époques assez antérieures, et c'est la plupart des enluminures que je vais vous montrer aujourd'hui sont des enluminures assez exclusives, parce que comme c'est plus ou moins par passion, j'aime bien les enluminures, et du coup je vais souvent dans les manuscrits. Ici nous sommes dans un manuscrit carolingien pour celui-ci, qui date de l'an 800. Vous voyez comment le cavalier tient son javelot. On n'est pas dans une technique de la lance couchée, il va le jeter. On a un fer très grand, vous arrivez à avoir un long fer de lance, un long fer de javelot, ce qui fait que le poids est pas mal, et réparti sur l'avant, donc on peut jeter le javelot. Et ici, je ne sais pas si vous arrivez à voir, on a tout un ensemble, oui on arrive à voir, on a un ensemble de chevaliers qui manient, on est sur des périodes antérieures à la notion de chevalerie, un ensemble de cavaliers, qui manient le javelot en le portant au-dessus de la tête. Or, le tournoi a quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il a popularisé dans la chrétienté, dans l'urbis christianus, l'intégralité de la chrétienté, il a popularisé une nouvelle technique, la technique de la lance couchée. C'est-à-dire que vous arrivez à voir, et je vous en montre plusieurs, c'est que ici, les combattants qui sont juste ici, donc celui à mon avis qui est le plus évident, c'est tout en haut, celui qui est, on voit bien les couleurs, c'est la Bible de Maciejowski. Vous arrivez à voir le cavalier sur avec le cheval, avec le caparançon rouge. Il manie donc sa lance, il la glisse sous le bras, et ici en réalité en bloquant la lance couchée fixe, en bloquant la lance sous le bras, l'impact est beaucoup plus grand que seulement lancer, et ici c'est seulement la force de l'homme. Il est estimé que lors des tournois, le point d'impact, surtout à l'extrême fin du Moyen-Âge, où là on fixe la lance sur le harnois, sur l'armure, qu'il y a plus de 1,5 tonne, 2 tonnes par centimètre carré au point d'impact. Alors qu'auparavant, il y avait une centaine de kilos maximum au point d'impact, 100, 200 kilos par centimètre carré. Donc là, vous voyez, cette nouvelle technique qui est popularisée ici dans les tournois et qui après va être repopularisée à la guerre, qui va se diffuser à la guerre, eh bien, a modifié, on a parlé au XIXe siècle de révolution militaire, bon, ça va un petit peu fort, mais ça a modifié le champ de bataille. Et les Français, surtout,
se sont distingués en croisade par la technique du choc frontal. On affronte, on est très bien armé, on est armé, les musulmans nous appelaient les Français les hommes de fer, donc on est armé de pied en cap, et donc on peut affronter, même si on est inférieur en nom, ce qui a toujours été le cas en croisade, au corps à corps. Le choc frontal, grâce à la technique de la lance couchée fixe. D'ailleurs, donc à chaque fois j'essaye de faire le lien aussi avec la littérature médiévale. Le jeune Perceval, qui est totalement ignorant, un fils à maman si vous voulez, il est enfermé dans son château, sa mère l'empêche de sortir car elle a véritablement peur qu'il devienne un grand chevalier. Et une fois il sort dans la forêt et il voit 3 chevaliers armés, donc avec une cotte de maille, un casque, et lui comme il est vraiment ignorant et un peu idiot, il va croire au début que c'était des anges. Il fait « oh des anges », etc. Et il va parler aux anges. En réalité c'était des chevaliers. Il leur parle, il les questionne. Il questionne un des chevaliers et lui demande sur les diverses pièces de l'armement et leur usage. À quoi sert le haubert, à quoi sert l'écu, à quoi sert l'épée et à quoi sert la lance. Et alors celle-ci, il demande le mode d'utilisation. Alors je vous lis. C'est au vers 198-201 du roman de Perceval ou le conte du Graal. Dites-vous, fait-il, ce qu'on lance, comme j'avais mes gars javelots. Né, valet, tu t'y es trop sot. Un sans flair, on tourne de ma noix. Donc je l'ai dit en français, j'ai francisé le texte. Donc il dit, dites-moi monsieur, que fait-on avec la lance? Est-ce que l'on doit faire comme mon javelot? Lui c'est un chasseur, il est parti à la chasse, il est parti dans la forêt pour chasser à la base, donc il a son javelot à la main. Et il dit, est-ce qu'on fait comme mon javelot? Et lui il dit, non, valet. Le chevalier lui répond, non valet, tu es beaucoup trop sot. Tu verras, je te dirai plus tard, en quelque sorte. Et Perceval, donc il est tenu volontairement à l'écart de la chevalerie et s'étonne que la lance ne soit pas jetée comme un javelot. Il doute de l'efficacité d'une telle nouvelle méthode, mais en réalité le chevalier explique que l'utilisation du jet lui paraît complètement exclue. Pour lui, la technique du jet de la lance, comme ce que nous avons vu juste avant, on y revient, cette technique-là, pour lui, est complètement, le chevalier lui dit, c'est complètement dépassé. Et donc, aujourd'hui, on a la nouvelle technique, la technique de la lance fixe. Et après, à la fin du roman, quand Perceval est initié, il est un peu plus intelligent, il a fait quelques erreurs de débutant, mais après il est un peu plus intelligent. Et à la fin du roman, vers 2198, il doit affronter en Gigéron, et il l'affronte en choc frontal avec la technique de la lance couchée fixe. Donc il a appris de ses erreurs. Je ne sais pas si vous arrivez à voir ici cette partie-là, qui est la partie un extrait de la broderie de Bayeux, donc qui malheureusement, qui est à Bayeux, mais qui malheureusement va être prêté à l'Angleterre l'année prochaine. Grave erreur diplomatique et historique. Et donc, c'est pas moi qui le dis, c'est le conservateur de la broderie de Bayeux qui dit que c'était très dangereux de donner un tel document, et du moins de le prêter, parce que c'est très fragile. Et donc ici, ce que vous arrivez à voir, nous avons des chevaliers qui font la technique, ici, avec la technique de la lance couchée, avec des lances beaucoup plus épaisses. Et derrière, vous avez d'autres chevaliers avec des lances beaucoup plus fines. Ce qu'on pourrait penser que ce sont des javelots. La lance, c'est un faux ami, ça ne se lance pas. C'est le javelot qui se lance. Et dans la littérature, on parle souvent de grosses lances, de grandes lances. Et ce qui va nous reconnecter avec ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que vous arrivez à voir sur cette broderie qu'il y a des gonfanons. Vous arrivez à voir ici et là, il y a des petites bannières qui sont accrochées. Quand vous jetez un javelot, vous ne pouvez pas installer une bannière. Le jet va être biaisé. Alors qu'ici, comme on fait une technique de la lance fixe, on s'abaisse, on abaisse la lance et on charge l'ennemi. Et donc, vous pouvez vous permettre de faire claquer votre blason. Vous le mettez sur l'écu. C'est la première fois dans la broderie de Bayeux qu'on a mention de représentation iconographique sur un écu. Donc on va mettre sur l'écu, parfois et plus tard sur le haubert, à l'époque par-dessus la cotte de maille, le haubert, donc là, en mettant un tabard. Et on peut, et c'est l'avantage de la lance couchée fixe, on peut rajouter une bannière sur la lance, puisqu'il y a cette nouvelle technique. Et donc, l'héraldique va se diffuser, il y a un processus d'individualisation du combat. Une fois que tout le monde vous reconnaît sur le champ de bataille, parce que vous avez un drapeau bien haut pour montrer qui vous êtes, eh bien ça va vous pousser à la prouesse. Tout le monde voit. Vous ne pouvez pas vous cacher dans un coin et dire « Ah ben moi je me bats pas, allez-y vous, le champ d'honneur, voilà, le jour de gloire c'est là devant ». Ça c'est pas possible. Il va falloir, le chevalier est obligé d'être en première ligne, et d'ailleurs il y a des ordres de chevaliers qui disaient « Si je recule de 4 pas, eh bien vous me raillez, vous me supprimez de l'ordre de la chevalerie ». Et donc il fallait véritablement toujours être à l'avant, et c'est l'avantage
de la nouvelle technique et de la diffusion de l'héraldique. Et donc ici, les spécialistes, donc c'est Jean Fleury, une fois de plus, qui est spécialiste de cette nouvelle technique, qui était le premier à en parler. Il a dit que c'était, on suppose, les Normands, qui depuis la bataille d'Hastings, la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant en 1066, donc le récit que la broderie de Bayeux raconte, c'est la première fois qu'il y a cela. Et donc la forte présence des Normands à l'époque de la première croisade va populariser la nouvelle technique. C'est parce qu'il y avait beaucoup de Normands pendant la première croisade que la technique s'est diffusée dans l'intégralité de la chrétienté, et même les musulmans vont reprendre la technique. D'ailleurs, ils étaient très impressionnés. Il y a les récits de Oussama l'historien, pas l'autre, Oussama, qui va bien raconter ces récits-là à l'époque de la première croisade. Et lui, il faisait d'abord la technique du javelot. Il est sûr d'avoir tué un croisé qui porte un haubert, et au final, il croit que il l'abandonne sur place, mais le croisé revient à la charge. Il vient à la charge avec sa lance couchée fixe. Et après, Oussama, donc l'historien musulman, va reprendre la technique et il va lui-même la diffuser. Bref, continuons notre histoire. Et nous allons parler donc du principe de croisade et du principe de guerre. Puisque le tournoi et l'héraldique, c'est bien joli, mais c'est de l'entraînement. On est en dehors d'un cas de guerre, on est entre amis. Mais tout cela, le tournoi sert à une fonction pratique, c'est de mettre en place la guerre et le lieu, et surtout la croisade, sont les lieux efficaces de la mise en pratique de l'idéal chevaleresque. Alors que le tournoi, c'est que l'art de la représentation, si vous voulez. Le pèlerinage en Terre Sainte et les souffrances des chrétiens vont modifier les mentalités européennes. Les nouveaux martyrs existent. Chevalier, en latin, ça se dit miles Christi. Miles, c'est combattant, militaire, milice, et Christi du Christ. Le terme est un terme biblique à la base, mais qui va être utilisé par les historiens pour parler des premiers martyrs chrétiens, sous Dioclétien essentiellement. Puis après, nous allons parler, avec le terme de militia Christi, nous allons parler des pères du désert. Le terme est un petit peu à l'abandon à l'époque carolingienne, et il va revenir, donc à l'époque de l'âge d'or de la chevalerie, entre le XIe et le XIIIe siècle, pour parler cette fois-ci des chevaliers comme nous les connaissons. Défenseurs de l'Église, ça on verra plus tard, et défenseurs et surtout de combattants. Et n'oubliez pas, je permets de commencer cette histoire sur la croisade en citant une petite citation de Léon Bloy, qui est une très belle citation, comme tout ce que dit Léon Bloy, à l'intérieur de La femme pauvre. La folie des croisades est ce qui a le plus honoré la raison humaine. Très joli. Donc c'est une folie, et on parlera de cette notion de folie. À l'époque, donc ici à la guerre et la formation du chevalier, il y a une évolution. On a passé de la littérature épique, l'épopée épique, la chanson de Roland, on a les grands cycles, le cycle de Guillaume, le cycle de Charlemagne, etc., dont la chanson de Roland fait partie, le cycle de Charlemagne, pour aller vers la littérature courtoise, vers la civilisation courtoise, de l'épopée épique à la civilisation courtoise. On a une civilisation des mœurs. L'expression qui a été donnée par Norbert Elias pour le XVIe siècle est assez fausse. Aujourd'hui, on sait que c'est vers le XIIe siècle que la civilisation des mœurs est apparue, liée à la courtoisie et liée à la chevalerie. Les chevaliers sont les médias de ce nouveau style. Si vous voulez, pour vous repérer de manière physique, quand vous allez très souvent si vous allez dans des églises romanes, vous avez souvent des représentations à l'intérieur du Christ en gloire, du Christ en majesté, dans une mandrole, quelque chose de... On rappelle à cette époque-ci, à l'époque romane, que le Christ est majestueux, c'est lui le roi. Mais à l'époque courtoise, on va mettre l'accent beaucoup plus sur le Christ souffrant, sur le Christ avec les symboles de la passion qui vont se diffuser. N'oubliez pas, Saint Louis est celui qui a essayé de récolter l'ensemble des reliques de la passion. Et il a créé la Sainte-Chapelle pour les placer. Et donc on a une évolution qui se fait et dans l'architecture, et dans la littérature, et dans la chevalerie. À l'époque de la civilisation, de la littérature épique, si vous voulez, il y a une citation qui résume un peu tout ça. C'est le vers 1093 de la chanson de Roland. C'est très beau la chanson de Roland. À l'époque même de la Troisième République, c'était lecture obligatoire. Donc c'est très joli. La chanson de Roland, il est dit, vers 1093, Roland est preux, si vous voulez, Roland est preux, Olivier est sage. C'est-à-dire que Roland, il n'est pas preux et sage. Il n'a pas la double étiquette dont j'ai parlé au tout début, sapientia et fortitado. Lui, il est que preux, Roland, il est que preux, et Olivier, il est que sage. Et ce qui fait
que la bataille de Roncevaux, dans la chanson de Roland, est une défaite. Si Roland avait sonné le corps assez tôt, eh bien les armées seraient venues le sauver. Mais il est que preux, il est pas sage. Et Roland, il a ce qu'on appelle, donc celle-là c'est le vers 1725, il a l'estoltie. C'est une espèce de folie, une passion du sang, une volonté de guerrière très militaire, et c'est attaché à la notion de furor que l'on a, c'est ce qui est lié à la deuxième fonction indo-européenne chez Georges Dumézil, l'idée que le combattant, vraiment, a une soif du sang, il a une fureur, une envie du sang. Ça va être modifié, cette folie, on va dire, cette folie guerrière va être tournée dans une folie, dans un amour de Dieu. Et c'est ça le passage entre la civilisation épique et la civilisation courtoise. Bon, en réalité, on met des termes sur des choses qui sont assez poreuses. Hein. Voilà. L'amour du combat et l'amour du sang manquent de sagesse. Exact. Et il va y avoir des nouvelles prescriptions de l'Église. L'Église, alors là c'est très intéressant, c'est le 4e concile de Latran. On est en 1215. On est en plein milieu des croisades. Et en 1215, l'Église, à Latran, donc, va modifier certaines choses. On a des nouvelles prescriptions. C'est le canon 21 qui instaure notamment la confession annuelle obligatoire. Le sacrement de confession existait avant, mais cette fois-ci, ça devient obligatoire. Qu'est-ce que ça implique? Une fois qu'un chevalier a l'obligation de confesser ses péchés, eh bien, il va le faire un examen de conscience. Il va réfléchir, il va individualiser ses péchés. C'est pas l'armée française, comme à l'époque de Louis VII, donc avant, à l'époque, donc au XIIe siècle, l'armée française a brûlé des gens dans l'église de Vitry-en-Perthois. Là, c'est de la faute de tout le monde. Donc, c'est de la faute de personne. Alors que quand il y a un examen de conscience, eh bien, la faute est individualisée. Et les chevaliers vont comprendre cela, et ils vont plus ou moins s'y soumettre. On a aussi dit, ça c'est beaucoup les Américains, même encore maintenant, les Américains, les universitaires américains disent que les chevaliers, ce sont des holy warriors, c'est des chevaliers qui ont créé des chevaliers saints qui ont créé leur propre religion. Ça c'est faux. Complètement faux. Ils ne créent pas leur propre religion, ils ne cherchent pas à lutter contre l'Église. Du moins, on n'en a aucune preuve. Donc, selon l'historien, quand on n'a pas de preuve, c'est faux. Les chevaliers sont les médias de la nouvelle pastorale. Auparavant, pour se sauver, donc à l'époque, on parlait de Louis VII, même époque qu'Aliénor d'Aquitaine. C'est marrant, dès qu'on parle d'un roi, il y a souvent Aliénor d'Aquitaine à côté. Donc à l'époque de Louis VII et de Guillaume le Maréchal, j'en ai parlé tout à l'heure, Guillaume le Maréchal, pour se sauver, il se dit, moi je suis sur mon lit de mort, c'est sûr que je meurs dans l'après-midi, je vais prendre l'habit des Templiers. Comme ça, on est sûr d'être dans la porte d'entrée. C'est comme Saint-Augustin qui va prendre... comme ceux qui allaient prendre le baptême à l'extrême fin de leur vie. Il y a aussi, et là c'est pour ça que je vais en parler, c'est Saint Galgan ou Saint Galgano. Vous arrivez à voir son épée qui est juste ici. C'est un très magnifique monastère qui est en Toscane. Et donc lui, et là c'est vraiment, on a une représentation physique, il abandonne, il plante son épée à l'intérieur du rocher, et il abandonne sa vie séculière, sa vie de combattant, pour prendre la vie et devenir un moine. Et pour lui, là on est au XIIe siècle, c'est la seule porte d'entrée pour aller au ciel. Alors que l'Église, quand elle réforme tout ça au XIIIe siècle, elle dit, vous pouvez tout à fait être chevalier et être sauvé. Bien entendu. Et donc, l'Église, et même les chevaliers, vont prendre conscience de ça. Je répète, ce sont les médias de la nouvelle pastorale. Les chevaliers, ils vont avoir un meilleur encadrement paroissial, bien plus serré. Une meilleure éducation religieuse, beaucoup plus profonde, une fréquentation des sacrements plus régulière. Chaque château, si vous visitez des châteaux en France, il y a toujours une église. Et dans cette église, il y avait un chapelain qui était attaché. Donc la messe allait être quotidienne. Très certainement, les chevaliers allaient assister à une messe quotidienne. Il va y avoir à cette époque-ci des ordres religieux, notamment on peut penser tout d'abord aux Templiers, on est en 1129. Alors il y a débat aussi, on peut dire 1129 c'est le début avec le concile de Troyes, ou les Teutoniques, en 1190, à Acre, qui ont été approuvés après en 1190 par Innocent III, très grand pape, qui mériterait la canonisation. Et ce qu'il y a de plus beau, et les plus beaux écrits sur la chevalerie, sont à mon goût de Bernard de Clairvaux, qui a écrit une lettre à Hugues de Pin. Donc Hugues de Pin, c'est le fondateur de l'ordre des Templiers, et il y a une grosse défaite de l'armée franque au siège de Damas en 1129,
Et donc Saint Bernard de Clairvaux écrit une lettre qui s'appelle De Laude Nove Militiae, l'éloge de la nouvelle milice. Et c'est une très belle lettre, ça fait 60 pages aujourd'hui, je vous invite à la lire si jamais vous avez le temps, c'est très joli. Et d'ailleurs on dit que Saint Bernard a certainement écrit la règle du temple. On ne sait pas qui est l'auteur, et beaucoup de spécialistes de Saint Bernard disent qu'il y a des liens assez étroits avec le style de Saint Bernard de Clairvaux. Et donc, il cite « Il n'est pas rare de voir des hommes combattre un ennemi corporel avec les seules forces du corps, pour que je m'en étonne. D'un autre côté, faire la guerre aux vices et aux démons avec les seules forces de l'âme, ce n'est pas non plus quelque chose d'aussi extraordinaire que louable. Le monde est plein de moines qui livrent ces combats. Mais ce qui, pour moi, est aussi admirable qu'évidemment rare, c'est de voir les deux choses réunies. C'est de voir, donc là je paraphrase, ce qui l'impressionne, ce qui est admirable et évidemment rare pour Bernard de Clairvaux, c'est de voir des âmes combattre un ennemi corporel avec les forces du corps, et de voir de l'autre côté des hommes qui font la guerre aux vices et aux démons avec les forces de l'âme. Et c'est ce qui impressionne, et c'est ça en réalité ce qui fait la chevalerie à cette époque-ci, c'est de joindre et les forces de l'âme et les forces du corps. Alors aussi, dans tous les films sur les Templiers, vous oubliez. Il n'y a rien de bon sur les Templiers. Déjà, dès que vous voyez un Templier qui a une barbe, c'est contraire à la règle du Temple. Pas de barbe, pas de moustache. Interdit. Il faut être propre. Un grand souci de l'hygiène. Les chevaliers donc, sont bien évidemment liés au savoir des croisades. Ici, je vous ai mis une très belle représentation, une très belle enluminure de la technique de la lance couchée, à droite. Vous voyez un chevalier qui affronte un sarrasin. On voit que certainement le moine qui a fait cette enluminure n'a dû jamais voir de sarrasin. C'est assez drôle. Et de l'autre côté, vous avez aussi une très jolie enluminure. Vous avez un trébuchet qui est au premier plan. Et ici, vous avez une tour qui est coudée, qui est en train de chuter. Donc on est à l'époque des croisades, on est devant le siège d'une ville, où vous avez des sarrasins qui jettent des pierres et qui tirent à l'arc, l'arc étant l'arme de prédilection des sarrasins. Ce n'est pas le sabre, le cimeterre, le chachemire, tout ce que vous voulez, toutes ces armes-là sont arrivées après. L'arme de prédilection des sarrasins à l'époque des croisades, c'est bien sûr l'arc. Et ce qui a fait les grandes défaites des chevaliers en croisade, c'est l'arc. Notamment à la plus grande défaite en croisade, 1187, la défaite qui a mené à la chute de Jérusalem, la fameuse bataille de Hattin qui est dans le film Kingdom of Heaven, une bataille où les musulmans en réalité ont attaqué à l'aube alors que les chevaliers n'étaient pas préparés et ils ont tiré à l'arc. Et les chroniqueurs musulmans disent « Nous avons transformé des lions en hérissons ». Voilà, donc ça nous donne exactement l'ambiance du combat. Les chevaliers, et c'est pour ça que je parle de génie des croisades, et c'est ce qui m'impressionne particulièrement, comme moi j'étudie la 4e croisade, c'est de voir l'ingéniosité des croisés. Si on est ingénieux, ça veut dire que les chevaliers, et donc la chevalerie, impliquent et imposent des savoirs, de savoir des choses. Pour être ingénieux, il faut être un petit peu lettré. Au Moyen-Âge central, nous retrouvons, nous rediffusons, nous retraduisons des textes antiques, notamment Végès. Végès qui a écrit de l'art militaire. Des Re Militari. Végès, c'est pour vous placer, c'est début 5e siècle, début 6e siècle. Donc c'est l'Antiquité tardive. Fin de l'Antiquité, début du Moyen-Âge. Je préfère appeler ça Antiquité tardive à cette époque. Et il cite, et ça c'est traduit, c'est connu des croisés. Le savoir militaire alimente l'audace du soldat. Nul n'appréhende d'exécuter ce qu'il connaît en profondeur. Ce qui est intéressant, c'est que quand Végès écrit, pour lui, le savoir militaire alimente l'audace du soldat. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les militaires, ceux qui vont savoir, ceux qui vont lire des textes de Végès dans l'Antiquité, c'est le commandement, c'est les gens très lettrés, c'est des gens élevés dans le commandement, un nombre restreint de personnes donc. Alors que quand nous parlons de croisade, on a une armée de personnes lettrées, une armée de personnes qui connaissent cet ensemble, une armée de soldats audacieux du fait d'un savoir militaire en permanence alimenté. On a d'autres citations. C'est l'agilité jointe à la connaissance de l'exercice qui fait le guerrier noble. L'agilité, c'est l'agilité jointe à la connaissance de l'exercice qui fait le guerrier modèle. C'est pour cela que l'on fait des tournois, pour développer l'agilité, pour connaître l'exercice, afin que lorsque l'on est sur place, on manie la technique de la lance couchée avec art et avec grande finesse.
Il est dit qu'il faut avoir recours au conseil, éviter de faire confiance aux jeunes combattants. Ça, en croisade, c'est très important. Toujours, il y a un conseil des barons. Si vous lisez Geoffroy de Villardouin, qui a écrit La conquête de Constantinople, donc la 4e croisade, et donc à chaque fois qu'il y a une décision à prendre, hop, on fait un conseil des barons. Les barons, ce sont ceux parmi les croisés qui sont les plus lettrés. Vous avez un ensemble, pour revenir sur cette histoire de lettrés, un ensemble de personnes qui, chez soi, non pas outre-mer, non pas en croisade, mais qui chez soi en Europe occidentale, possèdent des moyens économiques assez élevés, possèdent un château, ont un domaine, et donc ont les moyens intellectuels et même financiers d'apprendre. Ils ont du temps, en plus de la gestion du domaine et de tous les droits et devoirs du seigneur. Et donc ils ont le temps d'apprendre tout cela. On a d'autres choses que Végès nous apprend. Et ça, c'est intéressant. Une troupe enveloppée, qui n'aperçoit aucune issue, se porte communément à cet excès de valeur qui seul peut le sauver. C'est-à-dire, vous faites un siège, vous encerclez l'intégralité des combattants, les gens qui sont à l'intérieur, ils n'ont plus rien à perdre. Donc vous, même si vous êtes supérieur en nombre, eh bien vous avez grande chance de perdre le siège. C'est ce qu'explique Végès, dans une phrase bien mieux dite que ce que je vous ai expliqué. Et ça, l'avantage des croisés, c'est qu'ils le savaient très bien. Donc pendant les sièges, on entoure, mais on laisse toujours une petite porte de sortie. Comme ça, il y en a beaucoup, surtout des espions arméniens, les Arméniens qui sont à l'intérieur, qui vont se faufiler, qui vont rejoindre les chrétiens et qui vont donner quelques informations. Et les musulmans, de l'autre côté, n'ont pas du tout suivi ce genre de conseil. Et quand ils faisaient un siège, le but c'était vraiment d'écraser les chrétiens qui étaient vus comme des envahisseurs. Et on a des sièges, notamment le dernier, le plus terrible, on va dire, pour la Terre Sainte, qui est la chute d'Acre en 1291. Et Acre est prise. Et après, la population va se réfugier, surtout les blessés, dans l'hôpital, qui est la voûte d'Acre, ce qu'on appelle la voûte d'Acre, qui est le lieu des Templiers. Tout le monde se réfugie à l'intérieur. Il y a un siège de plus de 10 jours. Donc à l'intérieur, il est estimé qu'il y a environ 1000 personnes. À l'extérieur, il y a 200 000. Donc c'est pas gagné. Et les soldats, au lieu de se rendre à l'intérieur, puisqu'ils savent que la possibilité que les musulmans vont leur proposer, c'est soit de prononcer la shahada et se convertir, soit la décapitation. Donc le choix est assez rapide. On a voté pour savoir si on allait se rendre ou pas. Ils restent, ils tiennent le lieu. Il y a donc une première rangée de remparts qui est prise. Je répète, on est 200 000 à l'extérieur, 1000 à l'intérieur. Et au final, ils attendent véritablement, et une tour tombe, mais ce qui est providence, la tour tombe sur les musulmans, sur l'extérieur, donc qui tue des milliers d'hommes. Et encore après, la plupart des prisonniers qui étaient à l'intérieur, des gens qui étaient assiégés, donc qui étaient des Templiers et des blessés, tous les blessés se relèvent, tiennent le siège, 10 jours de siège, et au final, l'intégralité s'effondre. Donc c'est une défaite. J'ai fait monter le suspense, mais c'est une défaite au final. Et au final, l'intégralité s'effondre sur les militaires, les personnes à l'intérieur, les estropiés, les Templiers, voilà, les derniers survivants. Tout s'écroule sur eux. Mais ça a fait des milliers de morts. Alors que s'il y avait une petite porte de sortie, si les musulmans avaient suivi les instructions de Végès, eh bien peut-être il y aurait eu une sortie plus joyeuse pour les musulmans. Alors que les croisés, donc pour revenir sur cette ingéniosité et ce génie des croisades, les croisés développent le génie militaire et les tactiques, qui sont inspirés de l'Antiquité. Chez Végès, on parle de techniques maritimes et tout cela. Pour vous donner un exemple de la complexité, on se dit, les croisés c'était tous les mêmes, tout le monde s'entendait. Non, les croisés, il y a une pluralité, il fallait être très agile, très intelligent pour arriver à manier tous les corps d'armée que vous aviez. Il y a les Français, très forts au corps à corps, on l'a dit tout à l'heure, très bien équipés, beaucoup d'argent, bonne formation, ils arrivent à cheval. De même que les Anglais et les Allemands. C'est-à-dire ça forme un groupe. Mais ça, c'est les plus connus. Mais de l'autre côté, vous avez, avec les Français, enfin, dans les groupes de croisés, je parle, il y a les turcopoles, des musulmans convertis, qui eux ont une grande agilité à cheval et pour tirer à l'arc. Il faut arriver à manier ce corps d'armes. Il y a les Arméniens, qui eux ne savent pas faire grand-chose au niveau militaire, mais ils sont très forts pour l'espionnage. Il va y avoir les Byzantins, qui arrivent avec des protections une armure d'écaille, on appelle ça, qui arrivent en grand nombre. Donc c'est un groupe de fantassins, des piétons, qui arrivent en nombre, donc il faut arriver à les placer. Il y a les gardes varègues. Les gardes varègues, c'est ceux qui vont défendre les Byzantins, ils sont assez peu, mais ce sont des hommes du Nord, on disait des Normands, mais en réalité ils venaient pour la plupart de Norvège ou du Pays-Bas, donc des gens très grands,
qui sont piétons, qui manient la grande hache, qui font tournoyer au-dessus de la tête, qui sont excellents pour les sièges. Vous voyez, il y a une disparité des militaires, une disparité ethnique aussi, qui va arriver à manier, puisque tout le monde ne s'entend pas, entre les Français du Nord et les Français du Sud, en croisade, à chaque fois on se tape dessus. Et donc il faut quand même être audacieux pour arriver à bien gérer l'intégralité des militaires sur place. Et en plus, éloignés de leur famille pendant plus de 10 ans, qui souffrent la famine, on l'a dit, hein, dans l'esprit médiéval, ce sont les nouveaux martyrs. Mais cette fois-ci, ils le choisissent, complètement. Et l'idéologie de la croisade va se diffuser à la fin du Moyen-Âge, et on va avoir une nostalgie. C'est pour ça que je dis que l'âge d'or du Moyen-Âge est mort. Après, au bas Moyen-Âge, il n'y a plus, à la fin du Moyen-Âge, le bas Moyen-Âge, il n'y a plus de chevalerie au sens où nous l'entendons, il n'y a plus de chevalier au sens où je vous l'ai expliqué, mais il y a une grande nostalgie. Grande nostalgie. Et les demeures aristocratiques n'hésitent pas à faire briller donc, leur blason, ça on l'a dit, mais ils vont aussi faire briller leur héritage et ce vers quoi ils veulent tendre. Et ça, c'est les 9 preux. Les 9 preux, c'est 9 personnes vertueuses, 9 hommes vertueux, 9 grands chevaliers de l'histoire, qui vont être représentés, on en a partout dans l'Europe. Partout dans l'Europe. Que ce soit, là vous avez une représentation à droite, la plus belle à mon goût, c'est à Nuremberg. Ici, vous avez une fresque qui est une fresque italienne, bon, ça se voit au niveau du style, 16e siècle. Et au-dessus, vous avez une représentation 15e siècle espagnole. On en a énormément en France aussi. Les 9 preux, c'est partout. Les 9 preux, alors qui sont-ils? Il y a 3 héros païens. Ici, vous avez, alors, on ne les a pas tous, et je vous l'ai dit, les 3 héros païens. On a Hector pour Troie. Troie, les Français se disent héritiers des Troyens. Si vous êtes un bon chevalier, vous êtes héritier des Troyens. On a Alexandre le Grand pour la Grèce. Le roman d'Alexandre est très populaire au Moyen-Âge. C'est un roman qui est avec des vers de 12, de dodécagono en grec, donc avec 12 syllabes. Et c'est pour ça qu'on dit l'alexandrin. Ça vient du roman d'Alexandre au roman du XIIe siècle. Ça vient de là. Donc très populaire, Alexandre le Grand. Et on a Jules César pour Rome, pour la tactique militaire. Voilà nos 3 héros païens. Hector, Alexandre le Grand, Jules César. 3 héros de l'Ancien Testament. Là, vous en voyez un qui trône. On le voit même, on arrive à le voir assez... bah là, il est sur les 3. Vous voyez avec sa lyre. Avec la lyre ici sur le blason, et sur le bouclier, pardon, et la lyre aussi en haut, c'est le roi David. Le roi David qui, lui, a tué Goliath. Goliath, dans l'esprit médiéval, c'est lié à l'histoire de croisade. Hein. Il est beaucoup représenté en croisade. Goliath, c'est une grande force. C'est assimilé à la gens perfide, à la race perfide que vont être les Sarrasins. C'est toujours associé lié à cette tension dans l'esprit médiéval. Donc, voilà pour le roi David. On a aussi Josué, qui est après Moïse, celui qui lutte contre les infidèles. Et pour Saint-Louis, c'est celui qui va être le plus représenté. Si vous allez à la Sainte-Chapelle, on a un vitrail entier qui est dédié à Josué et à une interprétation du Deutéronome. Et on a aussi Judas Maccabée. Judas Maccabée, très peu connu des Européens aujourd'hui. En réalité, Judas Maccabée, c'est le maître de Jérusalem contre les Syriens, un modèle pour tous les croisés. C'est celui qui est dont on parle le plus à l'époque médiévale, au niveau pour la chevalier. On va dire, le héros de l'Ancien Testament dont on parle le plus, c'est véritablement Judas Maccabée. Et les 3 héros chrétiens, le roi Arthur, Charlemagne. Donc Charlemagne, on dit la matière de Charlemagne, la matière de France, eh bien, on va dire qu'il a lutté contre les Sarrasins. Et on a Godefroy de Bouillon, qui là est le personnage, on va dire, le plus historique de l'intégralité du thème des 9 preux. Godefroy de Bouillon, qui est celui qui a repris Jérusalem en 1099. Il a repris Jérusalem, il s'est fait nommer avoué du Saint-Sépulcre. Et au Moyen-Âge, on a bien dit que c'est celui qui, vous savez peut-être la phrase, peut-être apocryphe, « Je ne porterai pas une couronne d'or là où le Christ a porté une couronne d'épines ». Donc c'est ça qui forme véritablement l'esprit de la chevalerie, ces 9 preux. Et enfin, je vais conclure avec ce que nous avons eu au tout début, le joli portail, le tympan de l'église, de toute petite église de Mervilliers. Mais tout d'abord, en conclusion, on va commencer par un mot de Marie-Antoinette. Pourquoi pas? Alors c'est Edmund Burke qui fait dire à Marie-Antoinette « L'âge de la chevalerie a pris fin. Voici que le temps des sophistes, économistes et des calculateurs lui succède. Et la gloire de l'Europe est éteinte à tout jamais. » Alors, nous, j'espère, ici, avoir diffusé un constat un petit peu plus optimiste.
que Marie-Antoinette, qui à l'époque ne savait pas son destin funeste. Mais Marie-Antoinette faisait arrêter la chevalerie au XVIIIe siècle. Nous la faisons arrêter bien avant, à l'époque de Saint-Louis. La chevalerie a connu son âge d'or donc entre 1100 et 1270. On a la popularisation du tournoi, l'héraldique, la technique de la lance couchée, l'éthique chevaleresque, la réforme des laïcs dans l'Église, l'indépendance du seigneur, le lent renforcement du pouvoir royal et bien sûr l'épopée des croisades. Tout cela forme la chevalerie. Et cet âge d'or prend fin avec Saint Louis à Tunis. Saint Louis, c'est le roi eschatologique qui incarne la notion du don de soi total, jusqu'à la souffrance même du martyr. Vous savez qu'il est mort étalé sur un lit de cendres, en croix. Et il a compris que la plus grande victoire se trouve dans la souffrance, comme le dirait Hugues de Berzé, le personnage que j'étudie à l'université, la souffrance non pas n'importe où, là où le Christ est mort et vit, c'est-à-dire outre-mer, c'est-à-dire en Terre Sainte. Outre-mer, c'est au Moyen-Âge, on ne disait pas en Terre Sainte, on disait outre-mer. On ne disait pas à Israël, on disait outre-mer. Les résurgences de la chevalerie durant la guerre de Cent Ans, la guerre de succession de Bretagne et la guerre d'indépendance écossaise, puis lors de la Renaissance française, tiennent parfois plus de l'apparat que d'une pratique véritable. La cour de Bourgogne, dont la prouesse et le zèle religieux ne peut être mis en cause, tenta d'organiser une croisade au XVe siècle, au bas Moyen-Âge. Bertrandon de la Broquière, donc un Bourguignon, sera même espion dès 1432 en Terre Sainte. Sauf que l'expédition ne s'est pas faite. En 1453, Constantinople tombe sous les coups de canon de Mehmed II. Et si vous allez visiter aujourd'hui Constantinople, enfin Istanbul, Constantinople, vous allez dans le mur et vous avez encore des canons, des morceaux de canon qui sont encore encastrés dans les murs depuis l'époque de Mehmed II, depuis 1453. Mehmed II. Des boulets de canon, des boulets de canon. En 1454, donc un an après la chute de Constantinople, eh bien, cette fois-ci c'est Philippe le Bon, eh bien, il renouvelle son vœu, il fait un vœu avec tous ses chevaliers de la Toison d'Or lors du banquet du Faisan. Mais personne ne part en croisade. À partir de là, les chevaliers se concentrent sur des intérêts personnels et des conquêtes intestines en Europe. On peut penser à la guerre d'Espagne, la guerre d'Italie, les guerres d'Italie, l'alliance entre François Ier et le sultan, qui a été vue comme une véritable trahison par les Européens. L'esprit chevaleresque, lui, n'est pas mort. Nous avons pu l'honorer très récemment pour les 100 ans de la victoire de 1918. Il suffit de lire une lettre de Poilu à sa fiancée pour découvrir l'esprit courtois, la prouesse, la hardiesse, la largesse. Cependant, dès 1914, les principes de défense de la chrétienté sont fortement amenuisés par la déconstruction républicaine amorcée 44 ans plus tôt par la Troisième République. Et au final, pour terminer, je pense que je vais vous analyser tout ce que l'on peut dire, pas tout ce que l'on peut dire, parce qu'on peut dire énormément de choses sur ce tympan, qui résume un petit peu l'intégralité de la conférence. Vous avez donc, on répète les personnages pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure. Vous avez à gauche, vous aurez, avec le cheval, vous aurez un petit écuyer, représenté plus petit, qui porte l'épée du chevalier. À genoux, revêtu de son haubert qui lui protège les gants, qui lui fait même des mitaines, des éperons et d'un casque à nasal similaire au casque qui est présent juste ici, un casque nasal conique donc, vers du XIe siècle. Il tend un pot à un personnage qui est au centre. Au centre, je vous le dis, parce que ça ne se voit pas, c'est Saint Georges. C'est Saint Georges qui est assis, qui tient dans sa petite main la palme du martyr. Il a une très grosse main. Vous voyez, la main qui va réceptionner l'objet est beaucoup plus grosse, c'est disproportionné. Il a un diadème, et à côté de lui, là, sur le côté, on ne voit pas très bien, mais il y a écrit Saint Georges. De l'autre côté, à droite, le personnage qui est comme ceci, qui est juste ici, c'est le prêtre. Le prêtre qui est habillé en prêtre avec des vêtements liturgiques. Derrière lui, l'autel, sur lequel il y a un calice. Au-dessus de l'autel, vous arrivez à voir, il y a une petite main qui descend, c'est la main de Dieu. Et à droite, le tout petit personnage, c'est le scribe qui écrit la scène qui est écrite tout sur le bord du tympan. Au-dessus de Saint Georges, il y a le Christ qui tient un livre à la manière des diacres, et il fait le même geste, c'est le geste de la parole, il fait le même geste que fait le prêtre. Et autour, il y a des anges turiféraires qui encensent le prêtre.
qui encense du coup le Christ, qui est ici un Christ prêtre, si vous voulez. Le Christ et le prêtre sont les deux personnages qui sont connectés. Le tympan, que je l'ai dit, on a beaucoup critiqué ce tympan. Aujourd'hui, c'est sur un bâtiment agricole, hein, pour vous donner l'ordre d'idée. C'est complètement perdu, c'est à la campagne, c'est à côté d'Orléans. C'est le tympan de Mervilliers, tympan du XIIe siècle, qui a été très bien analysé par Cécile Vouillet dans l'ouvrage Chevalerie et christianisme. Et donc vous voyez, ce qui est passionnant, c'est que le chevalier équipé, donc on a dit un chevalier se désigne par son équipement, et le fait qu'il ait un cheval, et le fait qu'il ait une épée. Donc ici on a tous les attributs du chevalier. Le chevalier est agenouillé. L'intercesseur, Saint Georges, est au milieu, et il connecte directement avec Jésus qui est au-dessus. On a deux connexions avec la partie supérieure, qui représente le divin, qui est la main au-dessus de l'autel, et le Christ qui est connecté directement avec Saint Georges. Cela nous montre qu'il y a... en fait, ce qui est passionnant dans cet ouvrage, c'est la notion d'équilibre. L'équilibre à la manière de l'équilibre du Christ, si vous voulez. Il y a une partie tout à fait humaine et une partie complètement divine. Et ici, le chevalier, je vous l'ai dit, on a dit qu'il créait sa propre religion. Ici, quand on voit le tympan, on voit qu'il ne crée pas sa religion. Il est à genoux face au christianisme. Et donc, on a le chevalier qui remet quelque chose, il fait un acte comme un acte de vassal, il est agenouillé et il a les mains jointes avec un objet. Au Moyen-Âge, quand on vend une terre, on signe un papier. Vous vendez un terrain, vous signez un papier et vous donnez une motte de terre. C'est ce qu'on appelle la civilisation de geste. Le geste est efficace. Et donc ici, il s'appelle le chevalier qui est juste ici, eh bien, donne un pot, un objet, un cadeau à l'église, et on voit que l'intercesseur, celui qui arrive avec sa très grande main, eh bien, ça va être Saint Georges qui va le prendre. Et c'est Saint Georges qui va le prendre, et ça veut dire qu'il rend présent, par son cadeau, le Christ. Le Christ est aussi rendu présent dans le sacramentellement, c'est pour ça qu'il y a la petite main qui descend sur l'autel. Vous voyez, il y a plein de choses que l'on peut dire, et ça nous montre le lien très étroit entre chevalerie et christianisme. J'espère avoir su défendre cela et montrer que la chevalerie n'est pas 20 mots, mais une véritable existence et une véritable éthique qui suffit de suivre l'intégralité des valeurs dont j'ai parlé au tout début: esprit courtois, prouesse, hardiesse, largesse, franchise, etc. Voilà, merci à tous en tout cas, et on va parler des armes à présent. Alors, les armes et armures. Alors déjà, elles sont organisées dans l'ordre chronologique. Tout le monde arrive à voir les armes et armures. De toute façon, je vais les lever. Donc on va faire une présentation. Je vais vous les présenter de manière un peu sérieuse, et puis après, si vous le souhaitez, vous pourrez venir les mettre sur votre tête si ça vous amuse, et vous pourrez essayer de soulever la cotte de maille. Ici, on est à l'époque au XIe siècle. Ça existe, ces casques-là, ils existent du 9 au XIe siècle. Casque à nasal, conique, ce qu'on appelle un casque en bombe conique aussi, casque à nasal, ici riveté en 4 parties, avec un nasal. Donc il vous protège la tête. On est à l'époque, ici, de 1066, conquête de l'Angleterre. Ces casques-là vont être portés jusqu'à la première croisade, 1095-1097. Et la première croisade se couronne le 14 juillet 1099 avec la prise de Jérusalem. C'est pour ça qu'on fête le 14 juillet en France. C'est une blague. On va voir si vous suivez. Et donc, à cette époque-ci, à l'époque du casque à nasal, nous allons avoir la cotte de maille. La cotte de maille, au Moyen-Âge, on appelle ça la maille. On ne dit pas cotte de maille, on dit la maille, plus exactement le haubert. Le haubert, donc, fait une quinzaine de kilos. Ici, il y a environ 27-28 000 anneaux, 4,8 km de fil, pour vous donner un ordre d'idée. Les anneaux sont rivetés de manière alternative. Donc, il y a des anneaux aboutés et des anneaux rivetés. Et rivetés, ça veut dire que on forge à froid ici, donc on ne passe pas à la forge. C'est un peu lourd, je vais poser. C'est-à-dire que vous prenez votre anneau, vous le joignez, vous le frappez pour aplatir, vous percez un petit trou, vous installez un rivet, vous rivetez. Et donc vous imaginez le travail qui est fait pour ça. Je rappelle, à l'époque du haubert, le coût d'un tel objet, ça équivaut à une seigneurie, un domaine, avec 150 hectares pendant 1 an.
Donc c'est assez important. Donc vous pourrez tout à l'heure, c'est graissé, donc je vous invite à ne pas trop toucher si vous voulez pas vous salir les doigts. Mais après, si vous le souhaitez, vous pourrez essayer de soulever en tous les cas. Ensuite, les casques, à l'époque de la deuxième et de la troisième croisade. Donc la deuxième croisade, c'est avec Louis VII. Et la troisième croisade, ça va être Richard Cœur de Lion, Frédéric Barberousse et Philippe Auguste, à l'époque notamment de la prise de Saint-Jean-d'Acre. Jérusalem est tombée en 1187. Je vous ai parlé tout à l'heure de la bataille d'Hattin, 1187. Après, Jérusalem tombe. Et dès 1189, même dès 1187, dès la chute de Jérusalem, eh bien, les papes invitent à une nouvelle croisade. Et les croisades vont se faire avec surtout Frédéric Barberousse. Bon, on n'en parle pas trop puisqu'il est mort en se baignant. Il a enlevé ses vêtements, il avait chaud, il est allé se baigner et il est mort. Donc il n'a pas pu voir la Terre Sainte. Donc ça n'a pas été très glorieux pour lui. Mais on va surtout parler de la prise de Saint-Jean-d'Acre. Prise de Saint-Jean-d'Acre, à mon avis, le plus beau siège de l'histoire de l'humanité. 1191. Il y a Acre, qui est prise par les musulmans. Après, il y a un siège qui est fait par les Français. Après, par-dessus, il y aura un siège qui va être fait par les musulmans, qui prennent en siège les assiégés. Et puis après, il y a un quatrième siège qui se fait. Donc il y a, avec cette fois-ci, Richard Cœur de Lion et Philippe Auguste. La victoire revient à l'armée croisée en 1191, avec un siège du siège du siège du siège. Voilà, 4 rangées de sièges. C'est pas mal. Ça, c'est à l'époque de ce type de casque. Donc c'est un aume à timbre plat qui a ici vous voyez une croix en bronze qui se termine par des fleurs de lys. On peut supposer que c'est un casque, une reconstitution bien sûr, d'un casque français, d'où la fleur de lys. La fleur de lys s'est popularisée véritablement à la croisade précédente, à l'époque de la seconde croisade avec Louis VII, qui, c'est à l'époque de l'abbé Suger, celui qui a créé Saint-Denis. Louis VII va populariser la fleur de lys comme symbole du royaume de France, car il n'était pas légitime au trône. À la base, ce n'était pas lui qui devait être... c'était donc son frère aîné, Philippe, qui est mort, tué par un cochon. Ça arrive, hein, c'est des choses qui arrivent, dans le Paris médiéval. Et donc, bon, il y avait un cochon qui est passé devant lui, et lui, il était à cheval, il rentrait de chasse, boum, il tombe, et il tombe d'une chute de cheval. Voilà, il est mort à cheval, et c'est assez comique, enfin, on va dire ironique, parce qu'il s'appelait Philippe, ce qui veut dire l'ami des chevaux. Et c'était le premier prétendant au trône qui s'appelait Philippe. Et donc il tombe, il meurt, et donc c'est le frère qui arrive, Louis VII. Louis VII pas du tout légitime, qui est formé par l'abbé Suger. Il devait être moine, donc il ne sait pas grand-chose des choses de la vie, il ne sait pas grand-chose pour régner. Et donc l'abbé Suger influence et dit il faut faire claquer les symboles du royaume de France. Et on va ressortir la fleur de lys. La fleur de lys qui représente la Trinité, mais qui représente aussi des vertus théologales. Au Moyen-Âge, on dit les vertus théologales, et ça rejoint avec notre conférence, c'est foi, espérance et chevalerie, qu'on va avoir en 3D. Puisque la chevalerie, on disait, ça regroupe un peu de tout. À cette époque-ci, donc on a dit, comme la Terre Sainte est récupérée, il y a beaucoup d'endroits, beaucoup de places fortes qui vont être reprises par les musulmans, il va falloir attaquer les châteaux. Et quand on attaque un château, eh bien on est en bas des remparts, et donc il faut se couvrir des projectiles. On va donc avoir un chapelle de fer. Ce casque-là, donc vous voyez, avec la partie conique, avec cette partie-ci qui vous protège les épaules, le chapelle de fer. Bon, ça donne pas vraiment l'air intelligent, vous pourrez l'essayer tout à l'heure, si ça vous intéresse. Un chapeau en fer, chapelle de fer. De la catégorie des casques qu'on appelle les salades. Bon, on ne sait pas pourquoi, mais ça s'appelle comme ça. À présent, nous parlons des dernières croisades. 7 et 8e croisade, avec le meilleur roi de France, Saint-Louis. On a un grand aume à timbre conique, cette fois-ci. Il est conique, on reprend la forme des casques précédents, on reprend la forme conique. Les coups d'épée partent sur les côtés, et nous avons toujours la croix, qui représente donc, le croisé. C'est un casque de croisade, avec toujours les fleurs de lys. 7, 8e croisade, des croisades purement françaises. Ensuite, nous avons un autre type de chapelle de fer, qui est plus lourd, avec ce qu'on appelle une araignée intégrée. Donc ici, il n'y a pas besoin de mettre un vêtement en dessous, le vêtement en dessous qui s'appelle le cal. Ici, tout est intégré. Ce chapelle de fer-là, c'est celui qui marque un peu notre imaginaire. Bon, le public est jeune, mais normalement, je fais ces présentations-là au château où je travaille, il y a un public plus âgé qui connaît Thierry Lafronde. Et donc, dans Thierry Lafronde, les gens ils me disent voilà, que c'est le casque des Anglais, et c'est juste, puisque c'est le casque que vont porter les Anglais à partir de la guerre de 100 ans. Les Anglais
les Français sont très bons, on l'a dit, depuis toujours, au combat au corps à corps à l'épée. Les chevaliers, du moins. Mais les Anglais, eux, vont depuis le 12-13e siècle pour s'amuser. C'est le loisir, on va dire, typique des Anglais, faire du tir à l'arc. Bon, ça pose des problèmes, puisqu'il y a beaucoup d'accidents de tir à l'arc. Mais les archers vont être excellents, du coup. Et quand ils vont arriver sur les champs de bataille, on va leur donner, ils vont devoir acheter un nouvel équipement. Avec ce type de casque-là, on est loin du champ de bataille, on ne se prend pas des chocs au niveau du visage, mais on a peur des flèches qui arrivent en cloche. C'est pour cela qu'on va avoir un chapelle de fer qui vous protège des impacts venant du haut. D'où le casque des archers. À l'époque, donc surtout, vous connaissez certainement les longbows anglais qui ont été utilisés surtout à l'époque de la bataille d'Azincourt en 1415, où dans le sol de la bataille, nous avons retrouvé près de 100 000 pointes de flèches. Donc, ce qui fait que la chevalerie qui était en dessous, eh bien, s'est pris peut-être 200 000 à 300 000 pointes de flèches sur le visage. Voilà. À la fin du Moyen-Âge, 14e siècle, nous avons d'autres types de casques. Le passinet à bec de passereau, à collerette de maille intégrée, ventaille ou mésaille amovible de type Sherberg. Voilà, très simple. Alors, ce type de casque, il faut aimer hein, les hommes. Alors, ce type de casque, donc Sherberg, c'est un type militaire. Alors, on disait bassinet à bec de passereau parce que pour les Français, ça ressemble à un petit oiseau. Comme à l'époque, on est en guerre contre les Anglais, toujours adeptes de l'humour anglais, appellent ça le pig face bassinet, bassinet à tête de cochon, voilà, comme c'est des Français dessous. C'est de l'humour anglais. C'est le casque qui a été porté également par l'armée royale française. C'est la première fois où on a véritablement une armée de métier qui va se créer sous Charles V, avec 6000 hommes. Et l'armée va être gonflée sous le petit-fils de Charles V, qui s'appelle Charles VII. C'est pas compliqué. Ça fait Charles V, Charles VI, le roi qui est fou. Charles VII, c'est le roi remis sur le trône par Jeanne d'Arc. Et après Charles VII, nous avons Louis XI. Ah, c'est un piège. Et du coup, Louis XI, alors à l'époque de Charles VII, donc de Jeanne d'Arc, et cette armée va être gonflée, 8000 hommes, pour bouter les Anglais hors de France. À cette époque-ci, on va populariser un geste. Imaginez, j'ai le casque sur la tête, je dois soulever pour montrer mon visage qui est à l'intérieur. Regardez, je suis en train de faire un salut militaire en réalité. Le salut militaire vient d'un souci tout à fait pratique. Il fallait soulever l'aventail du casque, ou le mésaille du casque, pour montrer son visage. Et c'est de là où le geste s'est popularisé. Alors les Anglais disent que c'est pour saluer la reine d'Angleterre, non pas du tout, le geste est français, et il s'est diffusé dans l'Occident à cette époque-ci. Et enfin, dernier casque que je vous présente, le plus lourd de la collection, 4,5 kg. Alors regardez, si vous me permettez de revenir en avant, je vous avais mis une très belle enluminure de Roland, voilà, une enluminure 15e siècle de Roland, et vous voyez, il a un casque sur la tête. Il a un camail, donc une partie en coque de maille. Par-dessus, il a un casque, que l'on appelle une cervelière. Roland, c'est celui qui est à gauche. L'autre, c'est un sarrasin. Alors, ici, donc, on a Roland, qui a son épée. Il a jeté son gant. Vous voyez, il y a une main qui vole. Vous voyez, c'est son gant. Il a jeté son gant à Dieu. Dieu va réceptionner son gant pour dire qu'il se fait vassal de Dieu. Mais on revient à sa tête. Il a une cervelière, un casque circulaire sur la tête, un camail, c'est-à-dire une cagoule de cotte de maille, mais par terre, regardez ce qu'il y a par terre, vers sa main, ici, sa main droite, il y a ce type de casque-ci, ce qu'on appelle les très grands hommes. On l'a dit, c'est une reconstitution, celui-là, du home du prince noir, Édouard IV Plantagenet, la même époque, 14e siècle. Ce casque-là, donc c'est un casque que l'on met par-dessus un autre casque, qui lui-même va se mettre par-dessus de la cotte de maille. On peut arriver à 12 kg sur la tête, à l'époque. Voilà, il y a vous remarquerez, si vous vous approchez, qu'il y a des trous ici et là qui permettent d'installer un cimier par-dessus. Donc pour ajouter encore du poids, vous mettez un petit clocher avec une petite cloche, comme ça quand vous allez à la guerre ou vous allez faire un tournoi, ça fait gling-gling, c'est joli. On peut rajouter des petites choses. Il y a des trous à ce niveau-ci et à l'avant, non il n'y en a pas à l'avant, mais à niveau à l'arrière ici, qui permettent de l'accrocher. Vous avez des trous sur les côtés ici, qui permettent également de l'accrocher sur le côté. En fait, le but, c'est vous êtes au combat, vous êtes sur votre cheval, vous avez votre grand aume, mais lorsque vous tombez de cheval, comme Roland ici, vous enlevez votre grand aume, ce qui vous permet de respirer un petit peu mieux déjà, et de vous alléger la tête. Et de pouvoir continuer le combat avec un simple casque sur la tête. Mais le but des très grands aumes, c'est ça, c'est de se protéger lorsque l'on est sur un cheval, lorsque l'on est sur un cheval, et de faire aussi un petit peu d'apparat. Voilà pour le très grand homme. 4,5 kg. Donc les épées, vous avez
ici des reconstitutions d'épées. Celle-ci, c'est ce qu'on appelle, donc il y a un historien, un spécialiste, un archéologue historien, qui faisait un peu tout, qui s'appelle Hagshot, qui a développé un type d'épée. Donc à partir de ça, c'est le type 11. On est au 11e siècle, avec ce qu'on appelle une noix du Brésil. On appelle ça maintenant la noix du Brésil. C'est le pommeau, cette partie-là, qui ressemble plus ou moins à une noix du Brésil. Vous avez les quillons, la garde, la lame, au centre de la lame, la gorge. La gorge sert non pas à faire couler le sang, la rigole qui est là, souvent on dit que ça sert à faire couler le sang. Non, ça sert, cette petite rigole qui est là, sert à alléger l'épée, ce qui fait que l'épée n'est pas très lourde, ça fait 1 kg, 1 kg 100 grammes. À cette époque-ci, le poids est réparti beaucoup à l'avant, pour les frappes de taille sur les côtés. Le but est de frapper l'adversaire, de frapper l'adversaire, et au final vous faites un trou dans la côte de maille, et après, pouf, vous pouvez rentrer et finir le coup. C'est à ça que vont servir ces épées un peu lourdes sur l'avant, pour les frappes de taille, et non pas les frappes tout droit, que sont les frappes d'estoc. Pour les frappes d'estoc, nous allons avoir ce type d'épée, à la fin du Moyen-Âge. Donc ça s'appelle l'épée dite de Cluny. Vous avez son exemplaire au musée de Cluny, son original. Je répète, toutes des reconstitutions. Son original est au musée de Cluny à Paris. Vous pouvez vous battre à une main, rajouter une deuxième, c'est ce qu'on appelle des épées une main et demie. Pour rajouter une deuxième, ce sont des épées que l'on va utiliser pour le duel. On peut se battre pour affronter l'ennemi, pour embrocher l'ennemi. C'est pour ça que le faible de l'épée est beaucoup plus fin, car on peut plus aisément viser ici les casques, viser donc les yeux, la gorge, l'aisselle et l'entrejambe, qui sont les parties ouvertes dans une armure complète. Puisqu'il faut bien bouger un petit peu, c'est pour ça qu'il y a des trous dans l'armure. Et il y a les quillons, qui ont une forme tête-bêche, car ça sert de prise d'arme. On arrive avec ce type d'épée à prendre l'épée de l'adversaire pour après beaucoup mieux le piquer. Donc voilà pour les épées une main et demie, 15e siècle. Vous pourrez soulever tout à l'heure. À la même époque, 13, 14e siècle, voilà, Brevard, voilà, une clé mort ou une clé ergue. On dit souvent clé mort, mais le terme plus employé est clé ergue, donc c'est du gaélique écossais. Alors ces types d'épées-là, c'est des grosses épées, ce sont des symboles de pouvoir. L'épée, n'oubliez pas, ça montre qui vous êtes sur le champ de bataille. Donc ici, je montre qui je suis. Ces épées-là sont certes écossaises, mais vont être popularisées en France à l'époque de la garde écossaise qui va entourer Jeanne d'Arc et qui va perdurer. Tout à l'heure, nous parlions de Montgomery, eh bien, ça fait partie des gardes écossais, donc au XVIe siècle. Mais voilà ce type d'épée-là qui vont être utilisées. Donc c'est l'épée d'Ambrevard, si vous voulez. La clé mort. Très jolie pièce. À la fin du Moyen-Âge, les épées peuvent grossir. Et donc on va avoir ce type d'épée-là, 3 kg 800 grammes, 1,50 m. Ces épées-là, ça s'utilise en faisant un bras de levier, comme j'ai fait. Donc on abaisse l'épée, elle a l'habitude. On abaisse l'épée et on peut frapper l'adversaire. Ces épées s'utilisent à deux mains, on peut mettre 4 mains sur la garde, mais on n'a que 2 mains. Donc on en met une en haut, une en bas, et on fait le bras de levier pour frapper l'adversaire. Le but, cette fois-ci, n'est pas de percer pour rentrer dans des parties de l'armure, mais bel et bien d'assommer l'adversaire. C'est une épée que l'on met sur l'arçon du cheval, on ne la met pas à la ceinture, sinon ça touche par terre, donc ça ne marche pas. On la met sur l'arçon du cheval, il y a la selle, il y a l'arçon sur le côté. Vous chevauchez, vous chutez de cheval, vous êtes à pied, vous sortez l'épée qui est donc sur l'arçon du cheval, vous frappez quelques adversaires et vous lancez un message. En réalité, vous dites « Regardez, j'ai une grosse épée ». Enfin, vous ne le dites pas forcément, mais les gens le comprennent. Cette épée-là est gage de mon statut social. Vous avez donc grand intérêt, non pas à me tuer, mais à me rançonner. C'est à ça que va servir cette épée aussi. Montrer sur le champ de bataille qui on est. Voilà pour ces grosses épées, 3 kg 800 grammes. Il n'y a pas plus gros, il n'y a pas plus lourd dans l'escrime médiévale. Vous aurez des musées, notamment le musée des ducs à Châlons. Et donc dans ce type de musée-ci, à Châlons, vous avez des très grosses épées, ce qu'on appelle les épées germaniques, qui peuvent faire 10, 12, 15 kilos. Ça, ce sont des épées d'apparat. Le seigneur va faire une grosse épée et il va parader à la fête du village. En réalité, ces épées-là sont vraiment des épées de combat. Tout ce qui est présenté ici sont des épées de combat. Et enfin, ici, c'est assez bizarre, c'est la flamberge, donc ça ressemble à une flamme, d'où la lame ondulée. Ça s'utilise à deux mains. Comme tout à l'heure, on fait des frappes de taille pour frapper l'adversaire. On peut rajouter une autre main ici, c'est pour cela qu'il y a du cuir. Et ici, on peut refaire des frappes d'estoc pour estoquer les personnes qui sont au premier rang. Et donc, avec ce type d'épée, on a plusieurs techniques qui sont possibles.
Ce sont des épées qui vont être utilisées par des mercenaires, ce ne sont plus des chevaliers. On est à l'extrême fin du Moyen-Âge, donc des mercenaires, des gens que l'on va payer pour aller sur le champ de bataille. Ils vont devoir aller le long des lignes ennemies avec ces grosses épées-là. On ne va pas leur demander d'affronter les lignes adverses, mais surtout de briser les lances. D'où l'utilisation de la lame ondulée, qui semble-t-il favoriserait le brisement des lances adverses. Une fois que vous brisez les lances, eh bien les gens qui sont avec vous, qui vous ont payé, envoient la cavalerie. Et c'est à ça que vont servir les flamberges, ces épées-ci. Voilà, ben j'espère que ça vous a plu en tout cas. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, je pense qu'on va faire une petite séance de questions sur les épées, les armes ou la chevalerie. Voilà, ben merci à tous en tout cas. Est-ce que vous avez des questions? Oui. J'aurais une question qui peut paraître un peu simpliste, mais Non. il me semble la fleur de lys, le symbole de la France, il me semble que ça vient de Capet. En fait, quel est l'homme qui a eu l'idée, bah tiens, une fleur de lys, je vais prendre ça pour blason, pourquoi en jaune, pourquoi sur du bleu En or ou en azur? Pardon. Non, en azur. Alors, ça prête à débat. Il y a des gens qui se spécialisent sur l'histoire de la fleur de lys, et certains déconstructeurs, à mon avis, de l'histoire, ou des gens qui prêtent à ce qu'on appelle l'ésotérisme historique, c'est une discipline, vont analyser la chevalerie, analyser la fleur de lys, et dire que c'est un symbole qui est un symbole repris des Égyptiens. Enfin bon, c'est des théories un peu loufoques. En réalité, alors pourquoi le code couleur, et pourquoi, c'est quoi les autres questions? En gros, pourquoi ces couleurs-là, et surtout pourquoi une fleur de lys en fait? Pourquoi une fleur de lys? Bah déjà, c'est vrai que ça peut étonner, puisqu'on est le seul pays au monde à avoir une fleur comme symbole. C'est vrai, ça peut marquer. Les Anglais ont des léopards, ça vient des Normands, donc c'est un peu nous, depuis la conquête de l'Angleterre. N'oubliez pas que les Anglais parlent tous français, ils parlent l'anglo-normand, donc c'est le français. Et il va y avoir également d'autres pays. Les Allemands vont avoir l'aigle, ça a été beaucoup diffusé, et tous les pays vont avoir un animal. Mais nous, on a une fleur de lys. Alors pourquoi? Eh bien, en réalité, c'est un symbole doux, c'est un symbole trinitaire. Et c'est pour montrer que la France, et c'est pour ça le bleu représentant la Vierge Marie, donc c'est le manteau bleu, le manteau azur de la Vierge Marie, et le champ, c'est un champ de lys, or semé sur, c'est des fleurs de lys or semées sur un champ azur. Et donc le champ azur représentant la Vierge Marie et les lys représentant la Trinité. Et à chaque fois que l'on a un problème dans l'histoire de France, du moins à l'époque médiévale, on fait ressortir ce drapeau. C'est pour ça que Charles V va rethéoriser le drapeau. Charles VII, pardon. À l'époque de la guerre de 100 ans, Charles VII, lui, va dire, on ne va pas mettre un champ en le mettant plein, on va en mettre 3. Et c'est le drapeau qui est officiel du royaume de France jusqu'à Louis XIV, qui lui va mettre un champ blanc avec des fleurs de lys toujours. Et on va avoir 3 fleurs de lys. Et ça, c'est Charles VII qui le décide. Pourquoi il le décide? Eh bien, pour rappeler à tout le monde que le roi de France n'est pas Henri VI d'Angleterre qui occupait Paris à l'époque, c'est bel et bien sa personne qui a été sacrée à Reims par la volonté de Jeanne d'Arc, etc. Et donc, dès qu'on a un problème en France, on fait claquer le drapeau fleur de lys. Tout simplement. Oui. Moi, je voudrais savoir quand apparaît la cérémonie de l'adoubement et est-ce qu'il y a une évolution? Ça, c'est une bonne question. Donc, j'en ai pas parlé parce que c'est un sujet qui n'est pas travaillé. Je travaille le sujet parce que j'aimerais bien, au château où je travaille, faire une cérémonie d'adoubement reconstituée avec des chants et tout ça, faire quelque chose de un peu spectaculaire pour les visiteurs, mais basé sur des sources historiques. Donc, je travaille le sujet avec des sources iconographiques. On a à peu près l'intégralité des manuscrits, une quinzaine, vingtaine d'enluminures. C'est tout. L'adoubement, c'est pas tout à fait popularisé. L'adoubement, qu'est-ce que c'est? C'est le jeune écuyer arrive. Donc moi je parle de l'âge d'or de la chevalerie, donc 11, 13e siècle. Et après en réalité l'adoubement ça n'a pas trop changé. Il arrive, l'écuyer, et son maître, donc celui qui est chevalier, va l'adouber. Que se passe-t-il? Il s'agenouille, donc c'est une cérémonie officielle, donc c'est prévu, c'est organisé. Il s'agenouille, on lui fait prêter serment, donc le serment peut être modifié. Et on a un très beau serment qui est chez Lancelot, chez Perceval aussi, on a des beaux serments qui disent que jamais je ne reculerai face à l'ennemi, toujours
je resterai prompt et fier de défendre la chrétienté. À chaque fois, on a des serments assez évidents. Et après, il y a la fameuse coller. Alors, on ne sait pas ce que c'est. C'est un apax. C'est un mot qui existe que dans cette organisation. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être un coup de poing au niveau de l'épaule. Ça peut être une grosse claque qui fait chavirer la personne. Donc, c'est quelque chose pour remarquer qu'il y a plusieurs explications. Il y a des fois, on met la claque à l'adoubé et on lui dit, à partir de maintenant, plus jamais tu recevras une claque sans la rendre. Ça peut être une explication. Ou sinon, ça peut dire, comme dans le film Kingdom of Heaven, l'adoubé, donc d'Ibelin, donc Balian d'Ibelin, prend une grosse claque et on lui dit, et c'est assez historique cette histoire, on lui dit, à partir de maintenant, que cette claque te rappelle ton jour de l'adoubement. C'est pour marquer la cérémonie, bam, une grosse mornifle dans le visage. Et donc là, c'est assez clair. Et l'adoubement, après, c'est modifié dans le sens où, juste au niveau des vêtements. Au tout début, le chevalier, pour arriver pur, il va prendre un bain. Donc on commence, donc il prend son bain et on le revêt d'un vêtement blanc. Et il va, comme un baptême en réalité, et il va arriver à l'adoubement habillé en blanc. Après, on va lui mettre un vêtement rouge, parce que c'est plus joli. On se dit c'est plus joli, donc on va lui mettre une grande robe rouge qui va jusqu'aux pieds. La cérémonie se diffuse en plusieurs parties. Il y a la remise de l'épée, la remise des éperons, et bien sûr la remise du cheval. Pour devenir chevalier, il faut un cheval. C'est la base. Et c'est ça la cérémonie de l'adoubement, en clair. Et ça se termine toujours par une bonne fête. On boit, on mange, et on fait des tournois. On se joute. Voilà. C'est l'ambiance. Autre question? Oui, la botte au fond. Quel est le poids de l'équipement total du chevalier à l'âge de la chevalerie? 22 kg à peu près, entre 22 et 25 kg. Et donc là, c'est à l'époque de Saint-Louis, si vous voulez, au XIIIe siècle. Mais au XVe siècle, donc là, au bas Moyen-Âge, on va arriver jusqu'à 40-45 kg. C'est pas si lourd que ça. Un militaire aujourd'hui, opération Sentinelle, ils ont 32 kg à peu près. Et le poids est très mal réparti. Et quand vous regardez un équipement complet médiéval dans un arnois intégral, l'équipement va de la tête aux pieds. Alors qu'aujourd'hui, opération Sentinelle, c'est gilet pare-balles, ceinture de munitions, FAMAS, casque et pactage. Donc rien sur les jambes. Donc vous voyez, c'est intéressant de faire le parallèle pour voir que le chevalier qui tombe de cheval après la joute, c'est pas une tortue sur le dos qui ne peut pas se relever. Ça, c'est véritablement un mythe. On peut tout à fait se mouvoir avec une armure complète. On peut sauter, danser, courir. On peut tout faire, sauf aller à la piscine. Ça marche pas. Mais bien sûr, on dort avec sur le champ de bataille. On dort avec et on peut aller aux toilettes avec. Ça fait partie des questions qu'on me pose souvent. Oui. Tout à l'heure, vous parliez des Templiers. Est-ce que vous avez un avis sur leur arrestation? Est-ce qu'elle est vraiment justifiée? Est-ce qu'il y avait plutôt quelque chose du roi de France, de bête d'argent? Est-ce que vous avez un avis sur ce c'est des sujets qui portent énormément à débat, des sujets de spécialistes. Moi, je ne suis pas spécialiste des Templiers. J'aime beaucoup Philippe le Bel pour son œuvre. Mais il est vrai que sur les Templiers, il faut comprendre le contexte. Pour comprendre ce qu'a fait Philippe le Bel, il faut comprendre le contexte. Donc pour tout le monde, Philippe le Bel arrête les Templiers. Les Templiers sont arrêtés, ils sont traqués, et peut-être le trésor des Templiers est toujours caché à Montségur. Libre à vous de creuser pour essayer de le trouver. Bon, ça c'est une blague, il n'y a certainement pas de trésor à Montségur. Mais ce qui est intéressant à voir, c'est de comprendre le contexte. La Terre Sainte, les Templiers n'y vont plus à cette époque-ci. On est au XIVe siècle. Les Templiers n'y vont plus. Ils n'ont plus leur mission première. La mission première, dois-je rappeler les écrits d'Élodée Nove Militiae, de Bernard de Clairvaux. Ils doivent combattre un ennemi corporel avec les forces du corps, et de l'autre côté, faire la guerre aux vices et aux démons avec les forces de l'âme. Ils ne le font plus, ça. Ils ne font plus du tout ça. Ils font des missions utiles, certes. Les Templiers faisaient beaucoup plus des missions de bonnes œuvres, de charité, que des missions de combat, en réalité, si on regarde proportionnellement. Même si on se rappelle que des combats, parce que c'est beaucoup plus important que de s'occuper d'un infirme. Mais, enfin, ça marque plus les esprits, du reste. Mais il est vrai que les Templiers, leur mission première, n'était plus justifiée. Après, quitte à les arrêter, les torturer, puisqu'ils ont véritablement été torturés, et les faire souffrir, les enfermer, alors que je pense que diplomatiquement, c'était une erreur. Et d'ailleurs, ça s'est prouvé être une erreur.
Il ne faut pas oublier que Boniface VIII, le pape à l'époque, envoie un émissaire auprès du roi de France, et l'émissaire du roi de France, Guillaume de Nogaret, accueille l'émissaire de Boniface VIII et lui met une grosse tarte dans le visage, ce qui fait qu'il est mort 8 jours plus tard. Donc une bonne claque quand même. Une bonne claque qui était certainement une claque avec un... Les textes parlent de mornif, donc une claque en inversé, et peut-être avec un gant de maïs qui expliquerait la mort. Donc vous voyez que est-ce justifié de claquer un émissaire du pape? Voilà, faites votre choix. Moi, je pense pas. Est-ce qu'on a des preuves historiques de leur ésotérisme? Non. En réalité, d'où ça vient l'ésotérisme des Templiers? Quand vous regardez Templiers sur Internet ou vous lisez de la littérature sur les Templiers, c'est horrible ce que l'on peut lire. Les Templiers ont avoué des choses abominables sous la torture. Les grands maîtres, on leur disait « As-tu craché sur le crucifix ?» Où il y a des gens qui ont été arrêtés, on leur a dit « As-tu craché sur le crucifix ?» Il y en a qui ont dit oui. Alors, que se passe-t-il? Soit deux théories. Soit ils ont été torturés, ils ont avoué n'importe quoi. Soit, et là c'est plus justifié, j'ai lu un article universitaire sur le sujet, les gens qui étaient interrogés, si vous étudiez bien, les gens qui étaient interrogés, il y a eu les grands maîtres qui ont été torturés, mais il y a eu aussi des gens qui appartenaient au temple, ou des gens qui ont été désignés comme appartenant au temple, mais c'était des novices qui n'ont jamais fait leur vœu ou qui ont été écartés de l'ordre. Et quand on a arrêté tout le monde, hop, on les a raflés aussi. Et il y a un test qui faisait dans la cérémonie, on va dire, d'initiation que pouvaient faire les Templiers. On leur demandait de cracher sur le crucifix et pour voir s'ils allaient accepter. S'ils acceptaient, eh bien, on leur disait vous êtes trompés. En réalité, mieux vaut refuser de rentrer chez les Templiers que d'accepter de cracher sur le crucifix. Donc c'était un test. S'ils crachaient sur le crucifix, on les écartait. Et sauf que quand on les a tous raflés, même les gens qui ont été recalés à l'examen, si vous voulez, eh bien, ils disaient bien sûr, moi j'ai craché sur le crucifix, on m'a dit de le faire. Sauf qu'en fait, c'était un test pour dire voilà, si tu craches sur le crucifix, hop, on t'écarte. Et donc, vous voyez, on a basé aussi beaucoup de choses sur l'ésotérisme des Templiers, etc. Beaucoup de choses un peu frivoles sur le sujet, mais qui ne sont pas forcément véritables. Même si c'était des gens très lettrés, qui maîtrisaient énormément l'Ancien Testament. Oui, là, d'abord devant. C'est eux qui ont rediffusé l'étude de la Kabbale, est-ce que ça vient pas de là? Bon, ça, je connais pas ces sujets. Mais je pense pas forcément. En réalité, l'étude de la Kabbale, elle se dit... Il est dit que Saint Louis est un roi juif. C'est le terme c'est le nom du chapitre, en réalité, pour soutenir le lien qu'a fait Éric Zemmour avec sa philosémitie, donc son amitié pour le judaïsme, qui est véritable. Sous Saint Louis, ce qui est étonnant pour les historiens, Saint Louis était antisémite, anti-judaïque plutôt, si on veut être honnête, anti-judaïque. Joinville lui dit en croisade, comment régler le problème juif quand on rentre sur place? Lui, il dit, il faut prendre une épée et l'enfoncer jusqu'au niveau de la garde. Ah, c'est assez violent. Mais l'autre chose, c'est que Saint Louis, au XIIIe siècle, le XIIIe siècle en France, c'est l'âge d'or du judaïsme. Des spécialistes juifs aujourd'hui vous disent que le meilleur siècle pour les juifs, c'est le XIIIe siècle. Et parce que Saint Louis avait voulu des intermédiaires pour parler à la communauté juive. Et il va recréer le rabbinat. S'il y a des rabbins dans le monde israélien, aujourd'hui, dans le monde judaïque, c'est grâce à Saint Louis, ou à cause de Saint Louis, si vous voulez. Et donc, ça a été des intermédiaires. Et c'est eux qui ont beaucoup étudié la Kabbale, puisque Saint Louis a fait brûler énormément de Talmud, et donc, à la suite, ils ont retravaillé leur sujet, et ils ont beaucoup réécrit. Et donc, c'est eux, au XIIIe siècle, donc un siècle avant cette histoire de Templiers, qui ont rediffusé beaucoup ça. Mais je ne pense pas que ce soit énormément, comme on peut lire, la faute des Templiers ou quoi que ce soit. C'est une science juive, la Kabbale, c'est les juifs qui l'étudient. Après, s'il y a d'autres gens qui s'y sont intéressés, peut-être. Mais voilà. C'est pas... Je ne vois pas ça comme une déliquescence de la chevalerie. Autre question. Il y en avait une tout au fond. Alors. Oui, c'est vrai qu'apparemment, pour ce que fait Philippe Lebel, il y aurait une partie des Templiers qui avaient été corrompus en certains par différentes religions ésotériques. Alors ça, j'y crois pas. Ça, en fait, c'est pas j'y crois pas, ça ne peut pas se prouver, d'une. C'est comme dire, c'est un argument qui est pris à l'inverse. En fait, il y a beaucoup d'historiens au 19e siècle qui faisaient ça. Je vous pose une colle, vous ne pourrez pas la répondre. Essayez de me prouver qu'au Moyen-Âge, nous ne sommes pas allés sur la Lune. Essayez de prouver que nous ne sommes pas allés sur la Lune au Moyen-Âge. Vous ne pouvez pas. C'est un sophisme, ce que je viens de faire.
Et on ne peut pas résoudre ce problème. On ne peut pas dire « Ah, mais bah si, essayer de prouver que l'on ne peut pas ». C'est pas possible en réalité. Et donc, c'est pour ça que le problème est posé à l'inverse. Les Templiers étaient des grands connaisseurs, et là c'est quelque chose que je connais bien, les Templiers étaient des grands connaisseurs de la Terre Sainte. Ils maîtrisaient le dialogue avec les musulmans. Beaucoup parlaient l'arabe. Beaucoup de chrétiens parlaient l'arabe, hein, de toute façon. Et du reste, on dit qu'ils ont une sympathie pour l'islam parce que, et surtout pour l'islam, le soufisme et tout ça, parce qu'on a des chroniques arabes qui nous disent que les Templiers acceptaient, toléraient qu'à Jérusalem, vers la mosquée d'Omar pour les musulmans, des musulmans viennent prier. Et du coup, des fois, il y avait des jeunes qui arrivaient, ils arrivaient en Terre Sainte, ils voyaient quelqu'un qui faisait une prière islamique au milieu d'un endroit qui venait d'être pris. Eh bien, il y en a un, une fois, il l'a pris et il lui a mis des coups de pied au derrière. Alors là, il y a des Templiers qui arrivent, qui intercèdent et qui disent « Oula, il faut arrêter tout de suite, on le laisse prier, ce monsieur ». Et il y avait un système, non pas de ce qu'aujourd'hui on appelle la sacro-sainte tolérance, c'était un système d'entente, en réalité, pour éviter une guerre civile. Et donc, pour éviter la guerre civile, il y a eu un système d'entente qui a été fait, et les Templiers ont été, comme c'était les meilleurs maîtres du terrain, ceux qui connaissaient le plus la Terre Sainte, eh bien, c'est eux qui toléraient que les musulmans pratiquent, dans le respect, bien sûr, du culte chrétien. Donc, on ne les aurait pas autorisés dans les églises ou des choses comme ça. Oui.